Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à Gimel pour cette conversation en direct. Nous sommes ensemble pour 1h30 environ. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à les déposer en cours de route via l'outil questions-réponses de Zoom pour ceux qui sont sur Zoom. Et nous y répondrons, nous aurons le plaisir d'y répondre tous ensemble à la fin de notre échange. Alors, brièvement, je me présente personnellement, je m'appelle Brian Favre, je suis membre du Shenju Lab, nous y sommes. Le Shenju Lab, qu'est-ce que c'est? C'est un laboratoire, laboratoire théâtral sur la présence animale. Je suis doctorant aussi à l'Université de Lausanne et j'y travaille sur le statut des animaux et de l'environnement d'un point de vue de philosophie du droit. Donc autant vous dire que je me réjouis de la conversation qui va suivre avec quelque part nos invités. Pourquoi est-ce que je me réjouis autant que ça? Parce que pensée, recherche, action, théâtre sont des termes qui peuvent paraître fort éloignés et n'entretenir finalement qu'un rapport très vague entre eux. Mais ici, grâce à la présence de chacun d'entre nous, eh bien, ils sont réunis en un même lieu, en la présence de Vinciane Després, philosophe, psychologue qu'on ne présente plus, de Judith Zaguri, fondatrice du Shenju Lab, d'Alain Kaufmann, sociologue, biologiste, directeur du collaboratoire de l'Université de Lausanne, unité de recherche dédiée à la recherche-action, et Caroline Barneau, directrice des projets artistiques et internationaux au Théâtre de Vidy. Alors, cette conversation d'aujourd'hui est le fruit d'une première rencontre avec Vinciane. Cette rencontre, elle a eu lieu par l'entremise du Théâtre de Vidy, qu'on remercie chaleureusement à cet égard, en marge de la saison 2 du cycle des imaginaires des futurs possibles, co-organisé par l'Université de Lausanne et le Théâtre de Vidy. Et c'est grâce à toi, Vinciane, et aussi parce qu'on s'est bien entendu lors de cette première rencontre, je crois qu'il faut le dire, que nous nous retrouvons ici aujourd'hui pour parler d'une manière particulière d'enquêter avec les animaux, celle que nous avons ici, au Shenju Lab, une manière qui est celle que nous avons, c'est-à-dire en cohabitant avec eux. Encore merci, Vinciane, donc, d'avoir permis cette rencontre. Ben, merci à vous, surtout parce que cette rencontre, pour moi, c'est une joie. Donc, j'étais venue, en effet, une première fois au Shenju Lab lors du premier cycle, enfin, pas du premier cycle, non, du premier événement qu'on a organisé en collaboration avec l'Université de Lausanne, avec le Théâtre de Vidy. Et on s'était retrouvés ici, et puis j'avais été, moi, émerveillée par ce qui s'y passait. Et en plus, il y avait une cohérence terrible entre ce que nous, on fait dans notre groupe d'enquête, parce qu'on fait des enquêtes avec le Théâtre de Vidy et l'UNIL. C'est-à-dire, alors, peut-être dire deux mots sur ces enquêtes, c'est-à-dire qu'on se réunit le vendredi après-midi avec des scientifiques de l'UNIL, des chercheurs et des artistes, et on essaye de créer une espèce de laboratoire de collecte, de création qui permet d'accompagner la saison théâtrale, qu'elle ait ou non lieu sous quelque forme que ce soit. Voilà. Et elle continue à exister, cette saison, sur le mode de la création et de la production, même s'il n'y a plus de public. Et puis alors le samedi matin, eh bien, on se réunit avec ce qu'on peut du public, soit par Zoom, soit en présentiel, ça, tout va dépendre, et on a déjà bricolé avec ça. Il y a une conférence qui parle un peu qui accompagne d'une certaine manière le cycle des spectacles. Et puis après, il y a un travail, une assemblée participative où nos séminaristes de la veille vont accompagner des groupes. Et dans ces groupes, qu'est-ce qu'on fait? On crée des fictions. Alors ces fictions, elles ont lieu à propos de quoi? Eh bien, en fait, le thème, c'est enquêter. Et cette année-ci, on a choisi ensemble comme thème qui accompagne particulièrement bien les thématiques des spectacles et qui accompagne particulièrement bien à la fois le travail des artistes, le travail des chercheurs, le travail qui se fait ici, ce que ça veut dire aussi faire du théâtre, et c'est enquêter. Et on a décidé de faire, parce que c'est vraiment une question brûlante aujourd'hui, enquêter avec d'autres êtres. Alors, c'est quoi les autres êtres? Ce sont des morts, voilà, on enquête, quand quelqu'un meurt, on fait des enquêtes, pas seulement des enquêtes policières, mais aussi des enquêtes, qui était cette personne, qu'est-ce qu'elle souhaiterait, comment est-ce qu'on peut bien accompagner son devenir ancêtre, en quelque sorte. Des enquêtes à propos de l'assignation, ça veut dire quoi? Ça veut dire quand on enquête sur quelqu'un, de quel rôle, quelle identité on lui assigne. Enquêter sur les manières de convoquer les êtres aussi, hein. Comment est-ce qu'on convoque un mort, comment est-ce qu'on convoque un animal, comment est-ce qu'on convoque un poulpe dont on décide de lui demander, par exemple, qu'elle va être, parce que c'est une poulpe, ou même deux poulpes, de poulpettes, pourrait-on dire, comment elles vont être actrices sur scène, et puis convoquer des animaux. Comment est-ce qu'on convoque les animaux? Comment est-ce qu'on apprend à s'adresser à eux? Qu'est-ce que ça veut dire coexister avec eux? Qu'est-ce que ça veut dire cohabiter avec eux, qui est encore un autre problème? Et ici, j'ai trouvé une mise en expérience, plutôt une mise en scène d'enquête et d'expérimentation
de vie ensemble, de co-présence ensemble, de cohabiter ensemble, et aussi de faire de la création ensemble, parce qu'ici, il y a plein de créations qui se font, et c'est pas seulement la création théâtrale, c'est créer des nouveaux modes de vie, des nouveaux modes de pensée, enfin, tout ce que tu évoquais, Brian. Je sais pas si j'ai... Voilà, Ah, c'était magnifiquement dit tout ça. Alors, je ne sais pas ce qu'on... Merci, Vinciane. Puis ce qui est aussi, je pense, très réjouissant dans la conversation qu'on va avoir, c'est que voilà, les termes que j'utilisais tout à l'heure, pensée, recherche, action, théâtre, ils ne sont pas simplement réunis par nos différentes perspectives. Je pense que chacun, avec le travail aussi que l'on a, on tend à les déplacer, ces termes, et à les amener en dehors de leur signification peut-être usuelle. Comme Vinciane, par exemple, tu l'as montré lors de la première édition d'Enquêter avec d'autres êtres, le chercheur, finalement, qu'il soit académique ou non, il est toujours déjà acteur de son enquête. Et il n'est jamais un observateur neutre et impartial qui se met en retrait de son objet. Et ça, c'est vrai que c'est important pour nous, et ça nous étonne finalement peu dans notre pratique, parce qu'ici, au Shenju-Lab, et je pense que mes amis, collègues qui sont ici, collègues humains et animaux, je souligne, il n'y a rien d'étonnant pour nous, parce que le jeu que l'on mène entre humains et animaux, le jeu au double sens de ludique et de scénique, il implique toujours déjà une recherche. Il implique toujours déjà une attention, une intention et une inquiétude vis-à-vis de celui qui est toujours un partenaire. Oui. Donc ce déplacement, il se fait aussi là. Puis je pense qu'il se fait aussi plus généralement grâce à la présence de Caroline et d'Alain, parce que comme le montre finalement plus généralement le cycle des imaginaires des futurs possibles, théâtre et université peuvent réussir à croiser leurs perspectives pour un peu mettre sur le devant de la scène des nouveaux récits, des utopies concrètes. Et puis d'un côté, on a la recherche académique qui, par là, trouve le moyen un peu il me semble, tu me contrediras peut-être, de théâtraliser la pensée pour la rendre accessible sans jamais faire l'impasse sur l'exigence de cette recherche. Et puis de l'autre, l'enquête théâtrale, confrontée à la recherche en train de se faire, c'est comme si elle trouvait les motifs les mieux à même d'agir dans le monde concret d'aujourd'hui. Donc vraiment, merci aussi d'être là. Et, merci. Si vous avez envie de... Oui, alors en fait ce qui est beau ici, c'est que Shenju-Lab incarne en fait ce qu'on appelle aujourd'hui un tiers-lieu. Et un tiers-lieu, c'est un lieu physique concret, avec des affects, des attachements, où on peut déplacer physiquement, géographiquement, les individus et les institutions pour les sortir de leur identité habituelle, comme on l'a dans un Fab Lab ou comme on l'a dans un Makerspace. Et je pense qu'aujourd'hui, si on veut affronter un certain nombre de défis, puis aussi revitaliser la recherche académique, revitaliser les relations sociales, etc., on doit mettre en place des tiers-lieux. On doit déplacer, briser les identités, je dirais même, dans certaine mesure, déprofessionnaliser la manière dont les personnes vont interagir sur un espace commun. Et pour ça, alors, un lieu comme le Shenju-Lab est emblématique. Et pour les chercheurs, le théâtre, comme le théâtre de Vidi, c'est aussi un espace dans lequel ils peuvent enrichir leur mode d'expression. Parce que le mode d'expression académique, il est indispensable, la publication scientifique, etc. Mais il est, à mon avis, pas du tout suffisant pour traduire les résultats scientifiques, les savoirs scientifiques, les méthodologies, pas pour en faire de la vulgarisation, mais pour permettre une appropriation qui soit beaucoup plus large par les non-chercheurs ou ce que nous on appelle les co-chercheurs, par exemple. Je peux dire quelque chose juste au sujet aussi de notre collaboration, Alain. Shenju-Lab a la chance d'avoir un comité scientifique dont tu fais partie, dont Vinciane fait partie, et c'est extrêmement précieux pour nous parce qu'on a régulièrement des questions, des échanges qu'on vous soumet, et c'est très très enrichissant aussi par rapport au travail qu'on fait. On a fait appel beaucoup à vous aussi par rapport au poulpe pour nous aider à régler plein de choses. Scientifiquement, c'est un projet qui est délicat par rapport à la création de l'eau et aussi par rapport à plein de questions éthiques, philosophiques. Donc merci en tout cas de nous aider, de nous nourrir et de nous permettre ces échanges qui ne font que commencer parce que ce comité est très récent et on se réjouit de la suite de ces échanges. Voilà, merci. Et puis peut-être, Caroline, un mot sur le théâtre de Vidi, parce que c'est grâce au théâtre de Vidi aussi qu'on se retrouve là, qu'on est visible, et que malgré cette situation qui est éprouvante pour tout le monde, eh bien, ça ne s'arrête pas. Donc les tiers-lieux continuent, même si physiquement les lieux semblent clos. Donc ouais, merci au théâtre de Vidi de permettre aussi ouais, ça fait beaucoup de sens pour nous au théâtre de Vidi d'être dans cet espace-là et d'avoir ouvert avec l'université, avec Shenju,
un espace un peu transversal, un espace où des gens qui viennent de différents horizons peuvent se retrouver là. Puis on ajoute encore une nouvelle entité qui est le public. Et on a des gens qui travaillent sur le terrain au quotidien avec des animaux, des artistes qui imaginent des choses par rapport à la relation à l'animal, des penseuses qui pensent ces questions-là, des chercheurs de terrain aussi. Et puis le théâtre peut ouvrir l'espace pour que tous ces gens-là se rencontrent et produisent aussi des formes ensemble. Et c'est une grande chance de pouvoir le faire malgré la pandémie. Et d'être là ensemble, ouais. Et des Avec formes- les animaux, c'est un peu déstabilisant, je dois dire, mais c'est beau. Et des formes aussi, je trouve qu'il y a une expérimentation aussi qui se fait pour le moment et dont on commence à voir les effets dont on ne savait pas puisqu'on expérimentait. C'est pas simplement des bords de scène qu'on fait. Et c'est ça qui est extraordinaire parce que souvent les théâtres accompagnent les spectacles par de la pensée qui fait bord de scène. Et ici, pas du tout parce que les gens, par exemple, qui travaillent, tant les séminaristes du vendredi après-midi que les gens qui sont invités dans les assemblées participatives deviennent eux-mêmes des créateurs en quelque sorte. Et on voit qu'il y a des processus de création, de mise en réseau, d'enquête, d'expérimentation, qui font qu'en fait, ce que le théâtre à la fois devient un lieu de création, et activement, puisqu'il y a des créations qui continuent à se faire malgré les difficultés et tout, mais en même temps qui met les spectateurs non plus dans la position de simplement être ceux qui vont réceptionner les œuvres ou ne pas les réceptionner, mais devenir eux-mêmes des prolongements créateurs. Et ça, je trouve que c'est quelque chose qui est absolument innovant et tout à fait fabuleux dans ce qui se passe. À la fois dans le théâtre de Vivilly, à la fois au Chan-Djoulab, puisque là aussi, il y a de la création entre un lieu de pensée, de cohabitation, etc., et un spectacle où les gens du Chan-Djoulab se retrouvent dans le spectacle avec les poulpes. Enfin, je veux dire, c'est vraiment... Quand tu parlais, Alain, du fait que les frontières disciplinaires et les frontières spatiales et les tiers-lieux aussi, comme lieu d'une manière où plusieurs lieux vont se rencontrer, se croiser et expérimenter d'autres manières de s'articuler, je trouve que c'est assez impressionnant. Absolument. Et je pense que le travail que l'on mène concrètement aussi ici avec les animaux est un peu représente assez bien ces déplacements de frontières perpétuels. Et je pense que le lieu où physiquement on se trouve, donc nous sommes à Gimel, vous le savez certainement, il fait -3, on se les pèle un petit peu, mais le lieu où nous sommes ici, il est particulier parce que, alors on l'appelle communément manège, mais c'est bien plus que ça. Ce n'est pas seulement un manège comme on peut l'entendre. Et dans le cadre de ce déplacement de frontières, je pense que ça mériterait d'en dire quelques mots, Judith. Ah, oui. Alors, c'est donc l'ensemble de Chan-Djoulab, c'est une tentative de cohabitation. Donc, vous verrez plus tard, il y a des espaces de vie toujours en stabulation libre. Les animaux ne sont pas enfermés, sauf s'il y en a un qui est malade. On peut l'isoler dans un box, lui faire des soins. Mais c'est une tentative perpétuelle de cohabitation entre les espèces et tout ça. Là, ce lieu est un petit peu différent. C'est un entre-deux, un lieu un peu de recherche où c'est un petit peu austère, il y a du sable, il y a des murs autour, mais c'est là qu'on essaye de coexister avec les animaux dans une autre forme, d'établir un langage qu'on invente avec eux, de chercher des formes artistiques. C'est là qu'on a répété aussi pendant plusieurs mois le spectacle Hate, qu'on a joué et créé au théâtre de Vidy avec Laetitia Doche. Donc c'est un lieu où il se passe des choses qui fluctuent, mais c'est un endroit vraiment où on recherche. On travaille aussi avec des enfants dans ce lieu-là, auquel on présente des animaux, où on fait naître un petit peu des relations et puis une nouvelle, enfin pas nouvelle, mais on essaye d'inventer des rapports un peu différents avec les animaux. Ce que tu dis, Judith, ça me fait penser au fait que dans certains tiers-lieux, dans une logique d'ingénierie, de fabrication, on essaye de prototyper des nouveaux dispositifs techniques, des nouvelles manières de faire des analyses chimiques, physiques, etc. dans l'environnement. Et ici, j'ai l'impression que ce qu'on fait, c'est qu'on essaye de prototyper de nouveaux types de relations avec l'animal qui pourraient se déployer en fait à l'extérieur, ensuite dans d'autres lieux. Absolument. C'est très important de penser ces lieux non pas comme des enclaves, mais comme des ramifications dans des réseaux. Où ici, c'est ni un labo de recherche d'éthologie, ni une institution purement artistique, ni uniquement un lieu de vie, c'est tout ça à la fois. Et donc là, ça permet vraiment de prototyper de nouveaux types de relations. C'est-à-dire qu'une fois qu'on est passé par ici et qu'on fréquente les animaux, soit dans un laboratoire de recherche, soit parce qu'on a des animaux domestiques ou qu'on est cavalier, on va repartir d'ici avec une autre vision de possibles relations qu'on peut développer avec l'animal. Et c'est pareil pour le théâtre, quoi. Les scientifiques qui passent par ici ou qui rencontrent Judith ou Nathalie, on parlera de l'expérience du poulpe plus tard.
partent avec une possibilité de rapport modifié aux animaux. Et c'est pareil au théâtre, sortir de l'animal comme accessoire au plateau, lui donner une vraie place d'acteur. Et ouais, c'est sûr qu'on ne sort pas indemne. Je vous propose que nous laissions place au travail des animaux. Donc les spectatrices et spectateurs vont, eux, pouvoir rester dans le manège, mais bien au chaud. Nous, pendant ce temps, on va remonter. Mais comme d'ici à ce que nous puissions vous inviter, vous voir toutes et tous en vrai à Jimel, à Chenju, on vous a préparé quelques images pour vous présenter un petit peu les lieux, vous présenter un petit peu mieux quels sont ces rapports que l'on essaie aussi de mettre en place et quel type de vie on essaie de créer ici. Donc, à tout de suite. Alors, nous sommes de retour, mais cette fois à l'intérieur. Excusez-moi, j'enlève Excusez-moi. mon masque. Alors, on va fonctionner comme ça. Celui qui parle enlèvera son masque et les autres le gardent. Nous sommes à l'intérieur et nous faisons attention. Je tiens à remercier Séverine Chave du Chenju Lab pour avoir préparé les images que vous venez de voir, des images maison tournées il y a peu de temps pour rester raccord avec le temps plutôt frisquet qu'on vit en ce moment. Et puis comme ça, dans l'attente d'une visite, comme on dit, en présentiel, vous avez quand même pu avoir un petit avant-goût de ce qu'on fait un petit peu ici. Alors, j'ai fait les présentations avant des humains, j'ai pas pu faire la présentation des animaux, mais en même temps, quand même, j'aimerais vous présenter les autres participants qui sont avec nous ici maintenant. Vous voyez Epops, qui se trouve à côté de Judith. Vous voyez Tuf, qui se trouve ici. Et vous voyez Voltaire, le Voltaire qui est donc sur le banc. Alors vous allez vous dire, Tuf est ici. Sachez que Tuf a très souvent
a très souvent réalisé le passage de frontières que constitue la fenêtre que vous voyez ici, qui donne en fait sur une terrasse, et la terrasse elle-même avec un escalier donne sur le parc des Chèvres. Donc les passages de frontières se font régulièrement. Donc il a redécouvert la décoration, mais il n'a pas découvert le lieu. Il connaît très bien l'intérieur de la maison. Donc bienvenue Tuf, merci d'être parmi nous. Et Tuf est attaché parce qu'il y a des caméras et différentes choses. Voilà. Normalement, il se balade un petit peu partout, fait quelques horreurs et après, on le remet par moment dehors quand il a atteint le point de non-retour. Alors, puisque tu as la parole, Judith, moi j'aimerais bien t'entendre peut-être un peu sur les images que l'on vient de voir. Peut-être pourrais-tu décrire un petit peu aussi, avec l'œil qui est le tien, de fondatrice du Shenju Lab, qu'est-ce qui relie cette communauté d'humains et d'animaux ensemble? C'est une tentative de vivre avec eux, de partager des moments, d'imaginer des espaces. Voilà, c'est vraiment un endroit où on a d'abord un plaisir fou à être avec les animaux et où on imagine sans arrêt des différentes possibilités de contact, de relations. On a aussi un rapport au sauvage ici qui est très particulier parce qu'on vit, et c'est peut-être pour ça aussi qu'on a déménagé dans ce coin, c'est qu'il y a une nature qui est sublissime tout autour, qui est quand même relativement sauvage, où on a la présence du loup, on a la présence du lynx, on a plein de renards qui tournicotent autour. Et du coup, on a créé comme une petite enclave au milieu de tous ces territoires. Et on protège aussi un petit peu nos animaux domestiques, évidemment. On s'est fait boulotter quelques poules, une oie et tout ça. Donc, on a un petit peu fait des barrières un peu conséquentes. Mais c'est très intéressant de tenter de cohabiter aussi proche de cette forêt qui aussi nourrit beaucoup nos imaginaires. Ah, tu se couches parmi nous. Très bien, ça. D'ailleurs, il y a parfois des interventions des animaux sauvages dans les spectacles quand ils se déroulent à l'extérieur. Ah oui. Pour le cas de Hate, on a eu des chevreuils, il y a des chats qui sont passés sur scène à un moment. Voilà. Donc il y a aussi cette interface qui est assez intéressante là. Peut-être qu'on peut passer la séquence numéro 6 qui donne juste un petit, un petit avant-goût de ce qui se passe. On est vraiment sur des territoires qui sont très proches et en guillemets, les émissions de l'un envers l'autre sont tout à fait possibles. On se balade en forêt avec les chevaux comme on se balade en forêt avec les animaux. C'est normal, ça fait partie des rencontres. Et puis, il y a aussi des rencontres à l'intérieur du sauvage qui s'immiscent dans nos espaces et puis on vit avec. Donc voilà, là on est dans un espace, vous entendez les poules derrière, donc techniquement quand on voit ça, si les poules ne sont pas protégées, on a quand même très peur. Mais là c'est aussi une manière de se dire bonjour voisin, qui n'a pas trop apprécié d'être filmé. Ah, c'est pas la nuit en plus. Non, c'est en plein jour. Moi, j'avais pas vu. Voilà. C'est juste pour souligner ce que tu disais, Alain. Voltaire. Alors, Voltaire. C'est pas une antilope, c'est un cabri. Et par rapport aux espaces, ce qu'on voit, c'est aussi des interactions qui sont toujours à mi-chemin entre le jeu, entre la possibilité de se rencontrer et puis de découvrir les espaces. On peut peut-être directement passer aux deux séquences, les séquences 23 et 24, qui lanceront, je pense, aussi la discussion sur ce point. Peut-être que je laisserai Vinciane avec son œil. Voilà, là c'est une installation simplement qu'on a mis dans cet espace de vie, qui est l'espace du manège, où chacun se rencontre en se dépaysant quelque part un peu, puisque c'est pas chez nous, c'est pas totalement chez eux non plus, donc c'est toujours un espace propice à l'expérimentation. Puis alors là, c'était la première fois que l'on avait mis en place cette petite structure, et ça crée tout de suite un enjeu, au sens vraiment très propre de on joue et il y a quelque chose à faire. Oui, et alors là, si je peux intervenir, moi je viens de réaliser à quel point, en fait, ici se retrouve le croisement entre le jeu et l'exhibition. Et alors pourquoi? Je dis, tiens, est-ce qu'ici on a affaire à un précurseur du théâtre? Est-ce qu'on a affaire à une répétition? Est-ce qu'on a affaire à une expérimentation qui va
donner des idées, permettre de commencer à dresser un répertoire des choses possibles avec ces boucs, ces chèvres, ces cochons, ce chien, pour pouvoir en faire un lieu de spectacle. Et en fait, ces animaux sont eux-mêmes dans cette perspective-là, en fait. Parce qu'il y a quelque chose, moi, qui m'est apparu chez beaucoup d'animaux, pas tous, et notamment parce que j'ai étudié la question des territoires chez les animaux, c'est que les animaux sont très intéressés, pas tous, mais certains animaux sont très intéressés à la spectacularisation. C'est-à-dire, alors quand on voit par exemple les chèvres et les boucs, par exemple, bon, monter en hauteur, c'est quoi? C'est explorer, ou bien est-ce que c'est déjà montrer, là j'y suis. Donc ça veut dire, je me montre. Et il y a beaucoup d'animaux, peut-être moins chez les mammifères et beaucoup plus chez les oiseaux, mais visiblement les chèvres et les boucs sont de l'ordre entre l'oiseau et le mammifère à certains égards. Je veux dire, il y a des formes d'espièglerie qui brouillent les frontières spécifiques et même de genre. Et on voit en effet qu'ici, on est en train de se montrer, de se mesurer, et on est très proche du jeu théâtral. Ouais. Et il y a quelque chose donc chez les animaux qui fait qu'il y aurait des formes de théâtralisation qui fait partie de leurs... Alors, je ne vais pas dire de leur répertoire, c'est plus que ça, c'est de leurs intérêts, de ce qui est important pour eux, et sur lesquels peut-être, il est en train de défermer la scène. Ah, moi, j'ai eu ça, tu sais, j'ai un zip aussi. Et sur lesquels peut-être, d'une certaine manière, peut-être... Alors, ça, c'est vous qui devez me le dire. Est-ce que c'est là-dessus que ça va s'articuler la possibilité de faire théâtre et d'expérimenter des formes de théâtrales et des formes de recherche et d'exploration et d'enquête théâtrale avec eux? Oui, alors quand on se pose aussi la question de qu'est-ce que ça raconte quand on met ces animaux seuls dans un espace avec des objets qui ont visiblement du sens pour eux et qui créent un enjeu. On a l'impression, avec la répétition de cette scène, parce que c'est une scène qu'on essaye on ne va pas dire de travailler, mais qu'on étudie. C'est-à-dire qu'on met ce dispositif, qu'on modifie à certains moments, et on imagine que ça puisse être peut-être le début d'un spectacle. Et en changeant, après, comment faire arriver peut-être à un moment donné l'humain dans ces espaces-là. Comment... tout en ayant l'impression que les animaux, et c'est une réalité, vont mener un petit peu les choses. Et comment nous, à côté, on peut continuer à nourrir ces espaces-là, peut-être en déplaçant des objets. Eh bien, ça va créer d'autres histoires, c'est pas vraiment le mot, mais d'autres enjeux pour eux ça va raconter indirectement des choses. Et on n'a pas... L'idée, c'est de pas toujours avoir le contrôle de ce qu'on veut faire dire à l'animal, mais de laisser cette possibilité pour eux d'inventer quelque chose sur le moment. Et ça a du sens à chaque fois. Et d'inventer avec un espace. Avec un espace. Et là, c'est vraiment une pratique hyper proche de certaines pratiques au théâtre. Il y a des metteurs en scène, par exemple, qui décident de concevoir un univers que les acteurs connaissent pas, un décor avec un scénographe, et puis les acteurs découvrent, et même parfois le metteur en scène, l'espace le jour de la première répétition. Quoi. Donc ils rentrent dans l'espace, comme là vous avez construit ce dispositif, et puis c'est un dispositif dans lequel vous avez projeté des choses, mais qui va être utilisé par les usagers de manière sans doute différente, peut-être similaire, et ça, je trouve que c'est vraiment une proximité grande avec le travail en répétition. Alors, Brian, moi, il y a quelque chose qui me plairait bien qu'on voit ici, c'est l'extrait où on voit ce que moi j'appelais chat perché, où les humains et les boucs et les chèvres sautaient sur les ballots de paille, etc. Est-ce que tu crois que c'est possible ou bien? Ah oui, tout à fait. Mais c'est moi qui ai appelé ça chat perché. Parce que je trouve que là, on est vraiment dans quelque chose qui caractérise votre travail. Enfin, ce que j'ai compris de votre travail, c'est que la différence entre le jeu et la théâtralisation, en fait, on ne sait pas très bien si c'est le théâtre qui va propulser le jeu ou bien si c'est le jeu qui va, d'une certaine manière, créer les conditions à la théâtralisation. Ouais, alors c'est les séquences 11, les séquences 11 et 12 qu'on peut passer et commenter en même temps. Voilà, super. Et en fait, on voit que, d'une certaine manière, cette question, elle est indécidable. Voilà. Alors, voilà. Et ça, je me dis... Il y a quelque chose aussi que je retrouve. J'ai découvert, moi j'assistais au spectacle de Luc Peton avec les grues de Mandchourie.
Et j'étais avec un de mes amis, philosophe, Thierry Drum. Si je le précise, c'est parce que c'est son idée à lui, que je ne vais pas m'approprier des choses intéressantes qu'il m'apprend. Et à un moment donné, il regarde la manière dont le spectacle s'élabore, où on sait qu'il y a une part d'improvisation, mais très cadrée d'une certaine manière, avec énormément... C'est ça les répétitions qui font qu'à un moment donné, on peut commencer à prévoir, savoir que tel geste peut appeler ce genre de choses. Et on s'est rendu compte, Thierry Drum m'a dit, ça, c'est quelque chose qui est vraiment crucialement, remarquablement ici, de la co-animation. C'est-à-dire où les humains et les animaux sont dotés de même puissance d'agir en quelque sorte et vont tout le temps se lancer d'une certaine manière des appâts pour de l'action. Et moi, quand je vois des jeux comme ça, et ben c'est de ça dont on parle. Et c'est peut-être ça qui fonde à la fois la possibilité de faire du théâtre avec les animaux et la possibilité de jeux interspécifiques qui sont quand même très jolis. Et ce qui est particulier aussi, mais je pense que chez Luc Péton, il y a aussi quelque chose comme ça, parce qu'il travaille énormément sur l'imprégnation. Donc à un moment donné, et les danseurs et les autres acteurs du spectacle vont passer énormément de temps avec ces oiseaux. Nous vivons avec ces animaux et les observons au quotidien. Et c'est presque, la théâtralité va peut-être ressortir de cette cohabitation aussi. Donc c'est pas, dans le processus, c'est pas, on a une idée pour faire un spectacle avec des chèvres et tout ça, on va passer une commande auprès de quelqu'un qui va arriver et qui aura assez... Non, c'est à partir du regard qu'on porte sur leur quotidien, de comportements qui sont naturels chez eux et de choses qu'on peut observer. Puis après, c'est à force de passer tout ce temps ensemble avec eux qu'il y a des mouvements qui semblent avoir du sens pour tout le monde et qu'on arrive à recréer avec une espèce de spontanéité comme on le ferait dans la vie, comme si on se met à courir avec eux en promenade, ben cet élan-là, peut-être qu'on va pouvoir le recréer et le chorégraphier. On s'amuse en ce moment à parler, dans le travail qu'on fait avec eux, de zoochorégraphie. Parce qu'il y a quand même des mouvements qui font partie d'un répertoire que petit à petit on élabore. Il y a une énorme part d'improvisation, mais il y a aussi tout un lexique concret en fonction des espèces et qui va être différent. On ne va pas, évidemment, avec chaque espèce, ça va être différent. Donc voilà, c'est tout un travail aussi sur le répertoire, sur le langage et sur ces débuts de séquences. Ça, tu peux peut-être en parler, Brian. Toi, Ouais, je crois qu'il y avait juste j'avais réagir. Non, je voulais juste... Oui, vous voyez, alors, en fait, l'avantage du masque, c'est que ça permet de réguler la parole. Donc, Ouais, comme ça, on voit que quelque... C'est une alternative à prendre et enlever le micro. Mais c'est une question par rapport à ce que tu dis, Judith, et aussi ce que dit Vinciane, puisqu'on parle aussi beaucoup d'enquête ici, dans quelle mesure vous cherchez, je crois que vous le faites, à développer un langage de description non verbale, une sémiologie en fait, de ces interactions avec l'animal, comme peuvent le faire les danseurs pour qualifier certains types de mouvements, pour pouvoir éventuellement transmettre ce savoir-faire qui passe par une notation en fait. Dans quelle mesure est-ce que c'est réaliste? Parce qu'on a eu la même réflexion aussi dans le cadre d'un travail qu'on fait avec Fabrice Gourgerat et Jour Tranquille sur comment trouver des notations pour les mouvements de bascule entre recherche scientifique ou éléments scientifiques et éléments de création artistique. Les moments de bifurcation, les moments où ces interactions produisent un supplément en fait, un supplément de connaissances, un supplément de pratique. Alors c'est une question peut-être un peu abstraite, mais je crois qu'il y a vraiment cette idée de comment est-ce qu'on peut développer une notation concrète qu'on puisse généralisée, qui ressemble à ce que peuvent faire les éthologues dans les éthogrammes, mais qui soit adaptée au travail qui se fait ici. Alors, on y réfléchit en plus, mais en termes, disons pour l'instant, un peu spécifiques, par espèce, en accord un peu avec on le sent très bien avec différentes espèces, quel est le type de rapport au corps qui, par exemple, est important et percuté. En fait, ce qu'on fait, si on parle en termes aussi de biosémiotique, en fait, une zoochorégraphie, c'est de la zoosémiotique. C'est une attention à la sémiotique, la science du signe propre à chacun de ces êtres. Et puis, ça passe par une interprétation perpétuelle entre les deux, et puis qui, des fois, s'arrête sur des points d'accord médians où on se dit, là, on s'est compris grâce à ce point d'accord médian. Puis là, par exemple, je ne sais pas si vous l'avez vu. Ah oui. Là, il se passe, je ne sais pas, juste avant, il y avait des interactions et des codes qui étaient assez évidents au niveau du langage entre les chevaux et
Et de la co-animation, Voilà, là, parce- voilà pour le coup. Parce que ce que fait Gaël, donc, qui est là au premier plan avec Bouli, c'est juste un travail sur le corps, l'intention qu'il y a avec ce corps, et puis de jouer aussi avec la réaction des animaux, le fait qu'ils peuvent tout d'un coup pénétrer un peu cette bulle, puis on leur signifie, là c'était un tout petit peu trop loin, donc dans un monde idéal, ce serait mieux qu'on se soit arrêté un petit peu avant. Et puis c'est comme ça que petit à petit se crée une zone médiane où on se comprend. Là par exemple, Tuf avance, c'est pour ça que je voulais juste dire ce qu'il a fait, on est toujours dans cette interprétation, là il était un petit peu stressé, maintenant il l'est moins. Il s'est couché, et juste avant de se coucher, il a fait quelque chose que les chèvres font assez souvent. Là, lorsqu'il y a des nouvelles odeurs, il a fait ce qu'on appelle un flemen. Donc, il a analysé une odeur et il l'a fait en regardant Voltaire. Ouais. C'était très drôle, mais c'est aussi cette attention à se dire, il s'est passé quelque chose. Donc, s'il a analysé son milieu, ça veut dire qu'il avait trouvé aussi une certaine quiétude à le faire maintenant. Donc, maintenant, on est dans un espace où on pourrait partager avec lui aussi, parce que ce lieu qui était un peu atone, parce qu'il avait changé, est devenu son milieu aussi, et il se l'est aussi approprié. Donc, on passe pour l'instant par une grammaire du corps, beaucoup, sur des mouvements qui ont un sens, et aussi sur une absence de mouvement, qui signifie justement tout va bien. Donc, on le construit, je pense, un peu comme ça. Tu me diras si je me trompe. Non, c'était bien dit. Moi, à un moment donné, je me suis posé la question, quand j'ai vu qu'il commençait son début de Flemen, si c'était pas aussi parce qu'il avait quelque chose sur le bout du nez et que ça le dérangeait. J'ai failli aller voir, et en fait, ce qu'il avait aussi, en plus de tout ça, une petite peluche de, je sais pas quoi, de tapis ou de poils. Voilà. Mais après, non, c'était vraiment un vrai Flemen. Donc, même déduction. Et peut-être que Vinciane, on pourrait peut-être revenir sur cette idée du jeu, qui est pas anodine quand du jeu, parce que c'est aussi le jeu qui nous réunit tous, parce qu'on peut jouer dans une perspective extrêmement ludique, où effectivement on essaie de trouver un espace de partage où chacun va faire comme si, puis après il y a le jeu au sens aussi d'un espace de représentation. Et c'est vrai que visiter cette marge, toi-même, qu'en penses-tu par rapport aux animaux, vu qu'en tout cas c'est aussi ce sur quoi porte notre travail, c'est jouer sur le jeu, et le jeu aussi en tant qu'espace de marge. Mais moi, je suis extrêmement intéressée. D'abord, la première chose, c'est d'abord, on est dans un jeu aussi, parce qu'en fait, ce qui est en train de se passer ici, c'est qu'on multiplie les manières d'être. Je vais dire, quand on vit avec rien que des gens, ce qui est par exemple le cas de beaucoup d'entre nous, eh bien, d'une certaine manière, on ne fait plus trop attention à la manière. Je veux dire, il y a peu d'inventivité. Je veux dire, il y a peu d'autres manières d'être. On sait très bien comment on prend les tasses, comment on sort, comment on annonce qu'on va sortir et tout. Alors qu'ici, il y a plein d'autres manières brutalement de dire des choses, d'annoncer des choses, de permettre la prédiction, qui demandent une enquête constante, une expérimentation constante. Est-ce que c'est la petite pluche ou est-ce que c'est probablement les deux? Parce que pourquoi les animaux auraient-ils moins d'attention que nous? Il y a rarement une attention qui conduit une action. En général, 3-4, nous sommes assez prolixes en attention. Ça, c'est le premier point. En deuxième point, moi, le jeu m'intéresse particulièrement. Et le lien qu'il y a entre jeu théâtral et le jeu qu'on joue, il est très ténu, en fait. C'est très proche. Alors, hier, par exemple, dans les explorations de fiction que j'avais proposées au public, d'une certaine manière, je disais, tiens, quand les poulpes jouent, d'une certaine manière, qu'est-ce que c'est que jouer dans ce cas-là? En fait, il y a une très jolie définition du jeu qui est de dire qu'en fait, quand on joue, on libère, on émancipe les choses par rapport à leur devoir-être. Je vais dire par là, vous prenez, allez, un poulpe prend, je vais dire, les mains, par exemple, de Nathalie, qui se promène dans le bassin. Est-ce que c'est la main relationnelle ou est-ce que c'est quelque chose contre lequel on peut s'enrouler, qu'on commence à explorer, etc. Un poulpe qui, par exemple, se met à propulser un jet pour jeter une petite bouteille en plastique qui flottait et en faire une espèce de jeu de ballon, elle a émancipé la bouteille de son devoir-être bouteille pour faire un objet qui va et qui vient au même titre qu'un ballon. Mais en même temps, le jeu émancipe l'être lui-même de son devoir-être. On disait que j'étais la princesse. On disait que jouer à chat perché, c'est d'une certaine manière aussi émanciper un devoir-être, par exemple d'être dans des relations fonctionnelles, normales et tout, et d'un seul coup devenir un autre personnage. Je suis celui qui joue. Et au théâtre, on est tout le temps dans cette exploration d'émancipation de l'acteur, de son devoir-être lui-même pour un être autre qui peut être réussi ou raté. Comme dans le jeu. Un jeu, ça peut rater ou réussir. La preuve, c'est que dans le jeu, très souvent, on utilise beaucoup de conduites, des formes des conduites agressives, courir,
se pourchasser, mordiller, etc. Et que c'est là où ça peut déraper, où ça peut à un moment donné, aïe, tu m'as fait mal, je joue plus avec toi, et où on est tout le temps dans le contrôle. Ce qui d'ailleurs fait dire à Marc Bekoff, quand il observe des chiens jouer, parce qu'il connaît très très bien les chiens, c'est sa spécialité, donc c'est un biologiste cognitiviste, il dit, en fait, le jeu, c'est le lieu de l'éthique. C'est le lieu où on apprend les codes, les règles, et où tricher veut dire quelque chose, et où ne pas jouer le jeu veut dire quelque chose. Donc voilà, et tout ça, je trouve que se croise absolument admirablement dans l'expérimentation qui se fait, notamment entre eux deux, par exemple, jusqu'où est-ce que je peux aller, un petit coup de griffe, ah ben non, ça c'était pas du jeu, quoi. Il était prévu, je me suis attachée en plus. Non, et c'est vrai que dans ces séquences de jeu, on peut mettre aussi, il y a très vite, tu prends l'exemple des chiens, on voit qu'à un moment donné, des fois tu as des jeux qui sont, ça commence vraiment entre Epops et Yovan, enfin, on a deux chiens qui jouent un peu comme des loups par moment. On voit des séquences similaires dans les images de... Puis à un moment donné, il y a peut-être un qui va un petit peu loin et l'autre dit stop et puis ça s'arrête. Et puis peut-être qu'on recommence, peut-être pas. On le fait souvent aussi, Brian, avec son book. Quand il travaille avec son book, il y a toujours des moments qui peuvent déraper, et de la part de l'un et de la part de l'autre. Puis chacun va pouvoir à un moment donné se positionner. Une autre expérience où on peut parler de jeu, mais pas que de jeu, c'est dans ce spectacle sur lequel j'ai travaillé avec Laetitia et le cheval Corazon, avec Yuval Rosman, enfin toute une équipe. C'est un spectacle qu'on a tourné énormément, où le cheval était dans un espace, était sur scène, enfin absolument tout le temps, du début à la fin du spectacle, où il était libre, entre quatre petites cordelettes qui à tout moment, il pouvait en sortir s'il le souhaitait. Il ne l'a jamais fait. Et dans ce spectacle, Laetitia passe par énormément de séquences émotionnelles et de choses comme ça. Dans certaines scènes, il y a vraiment du jeu avec le cheval, et il y en a d'autres où, par moment, et ça c'était quelque chose de pas évident à gérer, ni pour le cheval, ni pour qui que ce soit, où il y avait de la pression, c'est-à-dire qu'elle se fâche. À un moment donné, elle hurle, elle lui dit des choses absolument atroces. Le cheval, par rapport à la mise en scène, doit se mettre en mouvement à ce moment-là. Et comment gérer ces choses-là pour que le cheval s'aperçoit que c'est en fait quelque chose d'anodin. Et c'est quelque chose qu'on va essayer d'inverser et puis de se dire, OK, on va en faire quelque chose de positif. Il va savoir que, en fait, elle joue, entre guillemets, mais pas en termes de jeu, on s'amuse, mais elle fait quelque chose où elle joue qu'elle est fâchée. Enfin, elle fait son... Enfin, non, elle fait pas semblant, parce qu'elle est une très bonne comédienne. Elle était... Mais voilà, alors comment on a fait pour faire comprendre ça au cheval? Donc elle déclenchait le mouvement, elle lui hurlait dessus, puis tout de suite après, elle le caressait, et elle lui donnait peut-être un truc à manger au même moment. Enfin, elle démystifiait cette action. Et le cheval, après, a pris vraiment conscience que c'était en fait quelque chose, OK, bon, bah, c'est bon, c'est un stress. Mais on est aussi parfois amené, quand on... à devoir faire ce type de travail avec un animal et puis lui expliquer, OK, c'est pas grave ce qui est en train de se passer. Après, Corazon, d'ailleurs, il se déplaçait parfois sans être vraiment très... Enfin, voilà, au début, c'était vraiment les premières séquences, quand il ne savait pas trop, il était vraiment au grand galop parce qu'il prenait cette énergie. Les chevaux sont vraiment ils réceptionnent énormément l'énergie de la personne qui est en face. Donc, quand on est très calme, ils vont prendre ce truc-là. Et inversement, quand quelqu'un va se mettre à gueuler ou quoi que ce soit, ils vont le recevoir émotionnellement. Donc, voilà. Oui. Et quand on... Pardon. Non, vas-y. Quand on nous voit travailler, ce qui est vraiment impressionnant, c'est le soin porté à l'environnement. L'espace où les animaux vont être, ou l'espace où les animaux vont interagir, un peu comme l'espace du plateau, cet espace un peu comme ça, prédéfini, sacré, où il peut se passer des choses qui ne sont pas les mêmes qui vont se passer dans la stabulation, ou ce que vous expliquez aussi du manège, qui est un endroit où on peut faire d'autres choses que ce qu'on fait dans nos environnements à nous. Et cette question de cet espace sécurisé pour l'animal, où on va pouvoir aller un peu plus loin dans la relation. Et dans les répétitions avec le poulpe, c'était vraiment dans ce spectacle Temple du présent, donc on aurait dû montrer là, en janvier, et qu'on montrera à un moment. Et là, c'était aussi cet aquarium de scène, comme on l'a appelé, qui était l'espace possible pour avoir des interactions qui dépassent largement celles que vous avez dans d'autres espaces. Et un peu comme c'est le cas du plateau de théâtre, où il peut se passer des choses qui ne se passeront pas dans la vie.
Oui, absolument. Et c'est vrai que l'animal, dans cet espace-là, quel que soit l'espace ou l'animal en question, doit se sentir en sécurité. Et on ne doit jamais le surprendre. Voilà, sinon, ça ne peut pas fonctionner sur le long terme. C'est vraiment... Il y a l'aspect, toujours, quand on amène un animal sur un plateau, il faut aussi penser à ce qu'il va vivre en dehors du moment où il va être en représentation. Et ça, c'est très, très important aussi qu'il soit vraiment dans des espaces où il va être en tranquillité, ou qu'il va pouvoir, par exemple, là, pour le poulpe, quand on le déplace, il retrouve exactement la même structure que son lieu de vie à Gimel, avec une tente où il n'y aura pas des gens qui vont débarquer en faisant des mouvements inconsidérés, avec une lumière adaptée et tout ça. Bon, espace de vie pour un temps, parce que le spectacle poulpe, c'est vraiment... l'idée, c'est de faire une rencontre avec un animal particulier et sauvage, qui est extrait du circuit alimentaire. Donc, il va passer un petit moment avec nous, qui après va être relâché. Donc, c'est vraiment un laps de temps assez court, mais c'est encore... Toutes ces questions sont vraiment, vraiment essentielles avant de se lancer dans un projet. C'est comment recréer un espace pour que l'animal puisse se sentir le temps de l'aventure le plus à l'aise possible, et que tous ses besoins vitaux, et pas que, soient respectés, entendus par toute l'équipe, par les théâtres qui accueillent. Là, c'était magnifique, par exemple avec Stéphane Kegui, qui est le metteur en scène du spectacle. C'est des discussions qui arrivent avant toute chose. C'est-à-dire comment on va pouvoir faire ça pour que l'animal soit OK avec tout ça. Donc là, il faut faire appel à des spécialistes à chaque fois. Et voilà. Et se mettre tous d'accord que quelque chose peut se passer, mais que aussi rien peut se passer. Et voilà, et l'espace aussi de sécurité, le safe space, c'est aussi de dire, peut-être on ne va pas répéter aujourd'hui, peut-être demain non plus, peut-être il ne va rien se passer. En tout cas, tant qu'on n'a pas un signal qui nous dit que les conditions sont réunies, on est tous d'accord dans la chaîne de production du projet, que le risque que ça ne puisse pas commencer est là tout le temps, quoi. Oui, et que l'animal aussi, à tout moment, que ce soit Corazon ou là le poulpe, puisse ne pas agir pendant le spectacle. Et après, c'est notre problème en tant qu'humain de faire avec ça. C'est-à-dire que le poulpe peut potentiellement rester planqué dans sa cachette, que Corazon peut décider certains jours dans le spectacle, par exemple de Laetitia, de ne pas bouger ou de faire sa sieste en spectacle et de ne pas interagir. C'est important de laisser en tout cas cette marge de manœuvre à l'animal. Sinon, on va vraiment dans ce qu'on appelle du dressage, où à un moment donné, l'animal doit être absolument au rendez-vous systématiquement. C'est pas forcément ce qui nous... Enfin, c'est clairement pas ce qui nous intéresse, en fait, dans cette approche. Et c'est aussi que les gens qui regardent, qui assistent à ces spectacles, que les spectateurs perçoivent aussi ces choses-là. Et puis l'animal en tant que tel, et pas forcément l'humain qui est tout le temps en train de contrôler tous les faits et gestes. Et c'est là où certainement la recherche rejoint le spectaculaire, parce qu'en fait, il s'agit de pouvoir montrer ça et de pouvoir le rendre perceptible. Et c'est vrai qu'un peu dans la triangulation, il y a beaucoup de choses que l'on voit quand on travaille avec les animaux et qu'on cohabite avec, mais après se pose la question, comment est-ce que l'on peut permettre aux tiers qui voient de percevoir ce que nous on perçoit. Et c'est finalement là aussi tout l'enjeu de rendre, de montrer après. Et parce qu'on cohabite, on vit, mais après, ce qu'on a réussi à percevoir dans la manière de cohabiter, de négocier perpétuellement des moments, des espaces, des instants partagés, mais comment est-ce qu'on le montre et le rend compréhensible à d'autres. C'est vrai que si on retourne dans le manège, il se passe des choses où les animaux sont là, sont présents, sont dans une attention. Et moi, je trouve que c'est très beau parce que c'est toujours un peu une espèce de recherche un peu en acte. Moi, j'aime bien la définition du jeu de Merleau-Ponty. Jouer, c'est se placer pour un moment dans une situation imaginaire, c'est se plaire à changer de milieu. C'est se plaire à changer de milieu. Et le fait est que tout l'enjeu, c'est qu'il faut qu'il se plaise, il faut que les signes avant-coureurs du bien-être soient là, et puis qu'il y ait cette acceptation de se dépayser dans un lieu autre, et que ce ne soit pas vecteur de stress, que ce ne soit pas quelque chose qui vienne les perturber tellement que tout d'un coup, il n'y a plus du tout d'interaction, où il y a vraiment de la crainte. Mais après, il faut bien voir que le retrait, c'est ce que disait Judith, la volonté de ne pas faire, ce n'est pas forcément témoin d'un mal-être, ça peut être une simple
volonté de ne pas faire. Et après, voilà, c'est ces instants-là qui valent tout. C'est le bonheur de sentir que on est content d'être là. Et on change de milieu et on se plaît à le faire. Il y a une chose qu'on a vu aussi avec Dariush tout à l'heure, avec le coq, c'est la particularité de votre travail, c'est de travailler avec des animaux qu'en général on ne voit pas travailler ni au théâtre ou qu'on considère comme moins intéressants, typiquement comme les poules ou les coqs. Et donc ça, je pense que c'est quelque chose d'assez... Voilà, on revoit Dariush là avec son coq. En plus, vous avez chacun une ou deux spécialités en termes d'animaux favoris. Et qu'est-ce qu'on peut dire à propos de ça? C'est-à-dire, est-ce que ça permet... alors on voit les cochons aussi, les moutons, beaucoup de surprises, en fait, par rapport au répertoire d'action, aux compétences qu'on imagine en général possédées ou absentes chez telle ou telle espèce. Ça a été aussi, je pense, une volonté de base du Shenju Lab, c'est de ne pas... le spectaculaire provient de la cohabitation, mais de la cohabitation ordinaire aussi, et avec des animaux qui sont les animaux que l'on peut côtoyer, sur lesquels tout d'un coup l'on porte un regard renouvelé, non pas parce qu'eux-mêmes ont fondamentalement changé, mais parce que notre regard s'est rendu attentif à ce qu'ils étaient, à ce qu'ils pouvaient rendre, à leur manière de vivre le monde, à leur monde, voilà, pour parler en termes UX-culiens. Et une fois qu'on est rentré dans cette approche-là, ces animaux que l'on pourrait dire de rente, qui sont encastrés dans une fonction bien définie dans nos sociétés, ils sortent de ces cadres et ils deviennent totalement autre chose. Et je pense que ça pose aussi des questions sur qu'est-ce que c'est que ce lieu, parce que on est toujours dans un entre-deux aussi. Est-ce un sanctuaire? Parce que c'est tous ces animaux, toutes ces individualités, elles ont une histoire. Certains ont des parcours plus difficiles que d'autres. Ils ont été extraits souvent du cycle qui était normalement le leur. Par exemple, les boucs. Voilà, les boucs, c'est vite vu dans le cycle de l'élevage, à moins que ce soit des espèces comme elle, par exemple. C'est une espèce Prospecie rara de chèvre grise des montagnes. Mais la plupart du temps, à moins que ce soit des reproducteurs, les boucs passent au couteau. Donc, il y a déjà l'idée qu'il y a une sorte de sanctuarisation, mais ce n'est pas tout. Parce que derrière, ce n'est pas l'idée de rassembler des animaux pour dire « venez voir ces animaux qu'on ne verrait pas ailleurs et on fait des choses sympas ». C'est qu'en plus, il y a un terme que j'aime beaucoup qu'utilisent Donaldson et Kim Lika, qui ont travaillé sur Zoopolis et comment faire communauté politique avec les animaux, c'est l'idée de communauté intentionnelle. Et je pense que c'est peut-être quelque chose qui caractérise aussi ce que l'on essaie de faire, c'est une communauté intentionnelle. Et tous ces animaux qui sont d'habitude extraits du cadre qui leur permet d'avoir une sorte d'agentivité, de pouvoir dire oui ou non à quelque chose qui leur arrive, tout d'un coup se retrouvent dans un lieu de vie où en fait on leur demande et on leur dit ça te plaît ou ça te plaît pas de faire ça? Et ça change tout, parce qu'en fait ils sortent de leur cadre et quelque part ils deviennent ce qu'ils sont. Oui, avec en plus quelque chose qui est, je trouve, d'une inventivité incroyable. Par exemple, alors je ne vais pas m'opposer aux recherches sur le bien-être animal, mais je reconnais qu'elles ont des limites, et notamment des limites parce qu'elles sont étudiées par des scientifiques qui ont besoin de nombres, qui ont besoin de preuves, parce qu'ils doivent faire science, parce qu'ils doivent convaincre, etc. Et les recherches du bien-être animal, souvent les termes de préférence, c'est est-ce que tu préfères une grande cage ou une petite cage, et en même temps, comment tu vas me le prouver? Alors qu'ici, les préférences ne vont pas se poser entre un ou bien, une petite cage, une grande cage, un peu plus de chaleur pour le cochon, un peu moins de chaleur pour le cochon. Et ici, c'est plutôt des préférences en termes de... On n'a pas mis d'objet encore. L'objet est encore à découvrir. Qu'est-ce que tu préfères? Qu'est-ce que tu as envie de faire? Tu as envie de jouer? Et pas seulement que l'animal va déterminer et tout, c'est aussi des propositions, c'est des appâts. Est-ce que tu as envie de jouer avec moi? Est-ce que ça t'intéresse? Parce que moi, ça m'intéresse de jouer. Et je pense que le jeu est quand même le lieu de rencontre entre différentes espèces qui doivent apprendre à communiquer ensemble parce qu'on parle vraiment des langues parfois très étrangères. Le jeu, c'est quand même... D'ailleurs, vous mettez des gamins qui parlent des langues très différentes et qui normalement n'auraient aucun moyen de se comprendre. 3 minutes après, ils jouent. On est des gamins quand on rencontre les animaux. Et je ne nous infantilise pas du tout. Je ne suis pas en train de dire un truc de psy en disant ça réactive toute l'enfance que tu en as. Peut-être que oui, mais ce n'est pas ça qui m'intéresse ici. Peut-être que oui, mais simplement, on redécouvre en effet à la fois de s'émanciper du fait d'être humain, parce que c'est ça aussi. On s'émancipe du fait d'être humain, on sort de notre cadre
d'humain, et on devient très humain en même temps, parce que s'il y a bien quelque chose qui fabrique et qui a fabriqué ce que nous sommes comme humains, c'est probablement, et plus que probablement, des relations, quelles qu'elles soient, et pas seulement de domestication, avec des non-humains. Et donc là, on est en train de rejouer ces jeux-là, et je trouve que c'est... Voilà, mais c'est ça, voilà, ici. Ouais. Tiens, on peut passer peut-être dans le manège. Oups, Ah, bah, parfait. Bon, le poney a dit stop. Ouais, Voilà. non, en Elle a dit, fait, voilà, non, c'est pas ça, bonne exactement. idée. Je bouge un peu, tu descends. Et elle rit. Et elle Et elle dit, rit. ah oui, ça Voilà, fait c'est ça partie qui des est- je tente, et ben non, Voilà. t'es pas d'accord. Et en plus, elle rit à la fois de plaisir parce que l'autre a pu lui dire quelque chose. Mais Il s'est bien sûr. vraiment passé quelque chose pratiquement de plus intéressant que s'il avait rien dit. Mais absolument, et puis c'est cette limite qui est intéressante. Je te propose d'accepter ça, bah non, bof, bon, bah passons à autre chose. Il y a Voilà. déjà quelque chose qui suit. C'est le mot que Judith dit le plus, c'est les deux mots, c'est tentative et question. Oui, c'est un petit Et peu ça fait fatigant. du bien d'avoir une experte voilà, qui dit tentative et question tout le temps. Bon, c'est un peu fatigant pour les gens qui me côtoient et qui aimeraient parfois avoir un peu des réponses et un petit peu plus d'assurance dans les projets qu'on mène. Mais moi, j'ai vraiment l'impression que surtout quand on fait des collaborations avec des artistes qui ne sont pas forcément des gens qui font partie du Shanju Lab, mais de leur expliquer que c'est une expérience qu'on va vivre tous ensemble, on va réfléchir tous ensemble, que ce soit là avec Stéphane Kegui, que ce soit avec la personne qui crée le son, avec la lumière, avec la prod. C'est vertigineux ce genre de projet parce qu'on a la responsabilité d'amener une vie et qu'il y a des vies qui sont en jeu. Bon, là, je parle encore plus particulièrement du projet Poulpe. Pourquoi ? Parce qu'on recrée un milieu. On passe un peu du coq à l'âne, on passe du manège aux aquariums et à tout ça. Mais c'est juste, une des questions. Oui. je demande juste que peut-être qu'on passe non, l'image 30 pendant que tu continues, parce que je pense que c'est intéressant de l'avoir de l'avoir derrière dans cette idée qui amener des animaux, les mettre dans ces interstices humains, c'est important et c'est pas facile. Voilà, c'était juste. Oui, c'est une photo donc, d'un événement qui était Être bête. Je pense que c'est aussi qu'il faut le préciser. Enfin, Ouais, c'était un événement qui a eu lieu au théâtre de Vidi en 2017 et qui était une initiative de Antoine Jacou, metteur en scène et auteur, et qui avait programmé tout un week-end autour de notre relation aux animaux. Et on avait donc emprunté le titre du livre de Vinciane, Être bête. Et il avait invité le Shanju Lab, conjointement avec nous, à venir participer à différents niveaux. Toi, Brian, tu avais animé une discussion. Beaucoup d'entre vous étaient présents avec des animaux dans le théâtre. Et on avait un cheval appuyé contre le bar du théâtre, une chèvre au milieu du public, comme on la voit là, un cheval sur la terrasse dehors avec Laetitia Doche. C'était le début de votre rencontre et de votre collaboration. Et donc, voilà, les animaux comme les êtres humains étaient perturbés par leur présence mutuelle. Je ne sais pas si vous voulez... Puis dans cette idée aussi, c'est de la possibilité pour les spectateurs et pour les gens d'avoir un échange direct avec l'animal. Dans cette proximité, le fait d'amener des animaux dans des territoires humains, dans des lieux où ils ne sont pas forcément, où on n'a pas l'habitude de les voir, ça pose une certaine écoute, ça repose d'autres questions par simple fait qu'on va dans des territoires qui ne sont pas des territoires. Et puis, moi, je suis intimement convaincue qu'il y a des possibilités encore et encore de vivre des choses et de les décaler dans le rapport à l'animal. Les chèvres, on voit, ou même les cochons, ou même des poules, quand on a un lien fort avec eux, peuvent avoir du plaisir à être dans d'autres endroits et faire aussi des rencontres avec d'autres. Moi, je fais souvent l'analogie, parce que les gens peuvent être choqués parfois en disant, on entend souvent, ben non, elle n'a rien à faire là, une chèvre, elle n'a rien à faire avec des humains à ce moment-là. Une chèvre, c'est dans un pré, ça n'a qu'une seule fonction, ou les poules. Ça. Mais non, il y a plein de possibilités de réinventer d'autres types de rapports et d'échanger. Puis ces animaux, quand ils vont au contact des humains, peut-être qu'ils peuvent aussi
faire avancer le statut de leur espèce et que tout à coup, des gens soient plus sensibles à mon Dieu, une chèvre, ça peut être aussi ça, un cochon, ça peut aussi être aussi proche et aussi tactile, aimer les caresses comme un chien. Donc ces animaux qui peut-être vont parfois se retrouver aussi en spectacle vont pouvoir servir, entre guillemets, leur espèce et puis que des gens puissent poser un nouveau regard sur eux. Après, il y a une autre analogie que j'aime bien faire, parce que ma fille, qu'on voit aussi un petit peu dans le manège, elle s'est aussi retrouvée parfois dans des spectacles quand elle était toute petite. Notamment un spectacle de Romeo Castellucci, qui était parfois un peu controversé. Mais la façon dont les enfants étaient accompagnés sur ce spectacle était sublissime, et je pense que c'était une très belle aventure pour elle. Mais en même temps, c'était un peu comme d'envoyer un petit animal, parce qu'elle était petite à ce moment-là, elle n'avait pas conscience de ce qu'elle faisait, de ce que ça représentait de faire ce qu'elle avait à faire dans ce spectacle-là. Donc oui, j'ai amené ma fille toute petite sur des plateaux avec des gens qui étaient des gens passionnants et intéressants. C'était une expérience positive, parce qu'après, maintenant, je pense qu'à chaque fois qu'on lui demandera, c'est quelque chose que... Pourquoi pas le faire avec des animaux si on a une relation vraiment forte, qu'il y a un travail de confiance, de les amener aussi là, à cet endroit-là. En sachant que la réponse toute prête, c'est quelqu'un n'a rien à faire là, et justement une réponse très intéressante à interroger. Depuis quand est-ce qu'il n'a rien à faire là? Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il n'ait rien à faire là? Les femmes ont eu beaucoup d'avoir rien à faire à de plein d'endroits différents. Il n'y a pas si longtemps que ça. Donc il faut se poser la question de savoir, tiens, mais quand on dit il n'a rien à faire là, pour qui on protège et quel type de statu quo on protège. Et ce n'est pas pour ça, évidemment, et on sait bien, parce que s'il y a bien quelque chose du Shanjulab, il n'y a pas de réponse générale. C'est une réponse locale, ici, maintenant. Que ce petit bouc soit avec nous, ça peut fonctionner avec lui, ça ne pourrait pas fonctionner avec un autre bouc d'élevage, parce que ce serait très stressant pour lui, parce que ce serait stressant pour nous aussi, probablement, en tout cas pour certains d'entre nous, dont moi. Que les chiens, par exemple, ont à faire beaucoup avec nous, mais que certains continuent à dire, il y a des paroles qu'on entendait il y a 30 ans ici, un chien n'a rien à faire dans une maison, son boulot c'est de garder, etc. Et c'est intéressant aussi, il n'y a rien à faire, parce que je trouve que c'est vraiment une question qu'il faut garder. Il ne faut pas dire tout de suite, mais qu'est-ce que c'est que ça pour de l'exceptionnalisme, qu'est-ce que c'est que ça pour... Au contraire, il faut la garder pour dire, tiens, mais qu'est-ce qu'il a à faire et qu'est-ce qu'on fait en transgressant ce il n'y a rien à faire et qu'est-ce qu'on change, mais que ça ne peut pas aller pour tous les animaux et Non, pas pour toutes les situations. Et là, c'est parce que la question de la distance se pose, parce que d'autant plus en période d'inquiétude virale, la question de la bonne distance avec certains animaux, elle doit se poser aussi, parce que la distance aussi, les animaux la préfèrent. Il y a beaucoup d'animaux qui préfèrent quand même qu'on s'approche pas trop près, que nos envies sentimentales de relations, ils préféreraient quand même qu'on s'en passionnent. qu'on les restreigne un peu. Absolument. Il y a quelque chose d'assez drôle. Alors, je ne voulais pas prononcer ces termes à ce moment-là. Voilà. Et, lors de la première vague, le fait était que d'être en contact des animaux, et pour beaucoup de personnes, il y avait quelque chose aussi de libérateur. Puis on en a beaucoup parlé. Moi, ce que j'ai trouvé extrêmement frappant, c'est que très souvent, des animaux, lorsque tout va bien et lorsque l'on se sent particulièrement sain, fais attention au verre d'eau, Walter. Ouais, je vais enlever le verre d'eau. Non, c'est tout bon. Et puis, il y a cette idée que les animaux, ça peut potentiellement être sale. Les animaux, voilà, on n'aime pas trop quand on leur donne à manger parce qu'ils risquent de nous bâmer un petit peu dans la main. Et j'ai trouvé ça très appréciable de voir des gens qui tout d'un coup sentaient que la salive de l'animal était ô combien plus propre que la salive humaine. Il y avait un espèce de renversement total de se dire, en fait, par ce qui nous arrive, on renversait une barrière spécifique, puis en fait, on était même plus en sécurité là où on ne l'était pas quelques semaines auparavant. Et ça, j'avais vraiment trouvé ça très fort. Peut-être on peut peut-être étendre la question à... tu mentionnais, Brian, le livre Zoocities, mais ce retour des animaux sauvages qu'on a vu filmer de manière parfois poétique, parfois comique dans les villes, kangourous, lynx, loup puma, etc. On a l'impression un peu d'un réenchantement à travers cette crise du Covid. Et puis maintenant, on commence de nouveau à s'intéresser à cet espace interstitiel entre le sauvage et le domestique. Je crois qu'il y a quand même une émergence là
un peu comme on a ici une interface avec la forêt juste ici derrière nous, avec la présence d'une meute de loups. Le fait, par exemple, on commence à parler du renard comme un vecteur de lutte contre les rongeurs et donc comme potentiellement contre certaines épizooties. Et on se demande à comment on va cohabiter avec ce renard. En général, nous, on a du plaisir à voir ces renards. Parfois, ils ont des épidémies de Gale et on voit bien qu'ils sont en mauvais état. Et tout d'un coup, il y a 30% de la population de renards qui va disparaître à Lausanne. Mais là, on voit aussi qu'il y a une invention de relations dans la ville avec les animaux sauvages qui deviennent de plus en plus proches de l'humain et qui se mettent dans une sorte de nouveau type de symbiose. Et ça, je crois que c'est aussi quelque chose qui est intéressant. Oui. Donc on voit qu'on a plusieurs espaces de transgression de ces limites. Oui, c'est particulièrement vrai avec ces animaux qu'on met un petit peu, qu'on a tendance à mettre un petit peu dans un espace qui fait peur, de cette idée de voir, voilà, on le voit peut-être moins à l'image, mais juste en face de nous, il y a une forêt. Et en fait, on le sait physiquement qu'en étant ici, qu'en cohabitant avec ces animaux, eux-mêmes sont potentiellement des proies face aux voisins avec lesquels on cohabite. Et ça pose une vraie question parce que ça ne sert à rien de vivre un rapport irénique et de faire comme si ça n'existait pas. Le but de cette cohabitation et de cette coprésence et de cette coexistence, c'est de savoir que sur un même territoire, cette fois élargi, la commune de Gimel, le parc Jura-Vaudois, en fait, on est dans un espace de coprésence étendue. Des caméras ont effectivement photographié le loup qui passe dans la forêt juste en face, donc il est là. Puis lorsque l'on a protégé l'espace des poules, on a fait en sorte, on a mis des grillages dessous, on a surélevé, non pas que l'on n'aime pas le renard, mais par contre, on est bien obligé d'être dans une négociation de la protection. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de recherches qui ont été faites maintenant, et puis on voit que ces marges, elles doivent être visitées, mais elles doivent être visitées de manière intelligente. Et puis simplement, construire des murs ne suffit pas, parce qu'il y a quand même toujours des espaces où le jeu même se déroule. Et c'est vrai que les études, par exemple, de Jean-Marc Landry sur le loup, lorsqu'il filme de nuit sur les estives en caméra infrarouge des troupeaux protégés, mais par des chiens, des patous, et puis que lorsqu'on voit que les patous, qu'est-ce qu'ils font? Ils jouent avec les loups. Donc, ça veut bien dire qu'il faut prendre ça en compte aussi. Et puis que ce n'est pas juste un hors-monde. Ça reste un monde dont on essaye de trouver des espaces de négociation pour de nouvelles limites. Mais là, l'autre jour, enfin, on a la chance d'avoir dans le village un jeune homme qui s'appelle Julien Régamet et qui, depuis des années, est passionné par la vie sauvage. Donc, il est planqué au marché rue dans un sapin, comme ça. Il est à l'affût et il fait des magnifiques photos des loups qui sont par là autour. Il y a une meute de 10 loups, il nous raconte plein de choses. Et moi, donc on discute souvent avec lui, on parle de ces territoires. À un moment donné, on avait aussi un projet d'amener des spectateurs dans cette forêt et puis de voir sous quelle forme le faire. Puis bon, c'est vrai que plus on discute avec lui, moins on a envie de le faire, plus on a envie de garder la forêt comme un endroit dont on pourrait juste récupérer des images et tout ça. Mais il nous racontait... Enfin, je lui disais, mais je ne sais pas, la nuit, c'est l'enfer. Il y a le chien de Baladine qui gueule et tout ça. Enfin, on disait ça de façon anecdotique. Et puis, il va faire des repérages de ces pièges photos. Et il me rappelle, il me dit, mais c'était quel jour? Et en fait, c'était les jours peut-être de nuit, où en tout cas, les loups sont vraiment passés là, dans la forêt. Donc, c'était amusant de voir que nos chiens y ont réagi. Moi, je suis persuadée qu'un de nos chiens va régulièrement à la rencontre du marché rue parce qu'il disparaît et c'est vrai que, voilà, j'imagine des hybridations qui ne seraient pas souhaitées ni souhaitables. Raconte tout de suite. Mais là, c'est peut-être une chose importante, c'est que dans les débats très abstraits qu'on a parfois sur l'éthique animale, avec les différentes conceptions morales, et puis en général des débats qui sont faits par des philosophes, éventuellement par des biologistes, des éthologues, on oublie en général les métiers qui sont proches des animaux. Et évidemment que là, c'est intéressant de discuter avec les gardes-faunes. Ça va être intéressant de discuter avec les éleveurs des animaux qui sont ici pour voir, puisque finalement, c'est eux qui fréquentent la grande masse de ces animaux et comment eux vivent en fait ces transformations. Et ça, je crois que c'est assez important d'aussi inclure dans ces réflexions les personnes qui, depuis des siècles parfois, fréquentent ces animaux, sauvages ou domestiques, et de les inclure dans cette réflexion. Parce que finalement, c'est à travers la discussion avec eux qu'on va pouvoir finalement essayer de faire évoluer ces relations. Je
pense que c'est un peu les grands exclus, en fait, de ces discussions. Très souvent, oui, l'exclusion est faite d'emblée, et puis il y a un côté paradoxal à le faire, parce que c'est vrai qu'on se coupe de savoir, et je pense qu'on s'en coupe, mais de manière consciente, volontaire, en se disant, mais ce qui est représenté par ce savoir, le savoir synégétique, le savoir de l'élevage, le savoir de la monstration des animaux dans les zoos classiques, lorsqu'on en a fait le choix d'une certaine cohabitation avec les animaux, on se dit, ces savoirs-là, ben, ils sont marqués à un endroit dont on ne veut plus. Puis en fait, on voit qu'il y a des espaces de déplacement, mais il faut proposer la possibilité aussi aux gens de pouvoir se déplacer eux-mêmes. Et c'est vrai que dans les rapports que l'on a à Gimel, on discute avec un éleveur qui est non loin d'ici et qui a aussi des chèvres, mais tout simplement parce que des véritables questions se posent au niveau des épizooties, des maladies qui peuvent exister, et on a besoin de ce savoir, on a besoin de ce contact. Ce qui ne remet pas en cause, par contre, une certaine exigence éthique que l'on a envers nous-mêmes, mais c'est vrai qu'on n'est pas, on ne cherche pas à être dans une posture accusatoire vis-à-vis de ces autres savoirs. Quand bien même, nous, on a quand même quelque part une position très claire sur le fait que les animaux qui sont là, ils vivent et ils vivront jusqu'à leur mort naturelle avec nous, et on fera tout pour les soigner au mieux, pour qu'ils vivent le mieux possible avec nous ici, comme on le ferait en fait pour des individus de la famille. Et c'est vrai que ce rapport-là, des fois on nous regarde avec de grands yeux, puis on se dit mais comment vous pouvez faire ça? Judith est témoin le nombre de fois qu'on a emmené des chèvres au Tierspital à Berne, et puis on amène un animal de rente sorti de son troupeau, où la réflexion serait de dire antibiotiques à large spectre, ou de toute façon ça va vous coûter trop cher pour pouvoir le sauver, donc ça ne sert à rien de dépenser. Et puis tout d'un coup on retrouve ce bouc tout seul dans la zone, dans la zone dévolue aux animaux de rente, puis on nous regarde avec de grands yeux. Mais ces grands yeux, ils sont aussi interrogateurs, et je pense que ça crée aussi un déplacement chez les soigneurs qui se disent c'est quand même étrange qu'ils mettent autant d'amour, d'intention, qui viennent avec des yeux emplis d'inquiétude pour dire comment va-t-il Et aujourd'hui. parfois, on s'est relayé même avec les vies un petit peu bien occupées qu'on a, avec un bouc qui perdait le moral, mais qui était hospitalisé, et où on allait vraiment passer du temps avec lui parce que, il n'y a pas que, il avait besoin aussi de ce contexte un peu. Il est tellement entouré que de se retrouver tout seul là-bas, c'était un peu compliqué. Donc, on allait à tour de rôle essayer de lui faire reprendre, en plus des soins, d'alimentation et tout ça. C'est très difficile de soigner des animaux. Les animaux, les chiens, les chats, la médecine vétérinaire fait des choses merveilleuses, et parfois sur d'autres espèces, c'est plus compliqué parce que la recherche n'a pas forcément développé des soins adaptés à ces espèces-là, parce que animaux de rente, donc les produits doivent pouvoir ne pas rester dans la viande, des choses comme ça. C'est pas évident de soigner et de trouver des vétérinaires. Et parce que la réponse de l'euthanasie est beaucoup plus rapide pour ces animaux-là, évidemment, que pour des animaux qui sont plutôt dans des réseaux d'attachement forts. Et là, pour des raisons d'attachement, oui, c'est vrai. Je vais vous proposer de passer à une autre séquence, à la séquence où on va peut-être plus discuter aussi du poulpe. J'ai jeté un petit coup d'œil sur les questions qui nous ont été posées. Je pense qu'un des sujets sur lesquels il faudra que l'on revienne, c'est aussi justement la question du dressage, parce qu'on a dit que ce n'est pas du dressage. D'accord, mais c'est vrai qu'on voit des récompenses, et on voit ce travail-là. Et je pense qu'il faut en dire quelque chose, parce que ce sera quelque chose d'important. Et puis j'ai vu des questions à ce sujet, donc on pourra y répondre. Mais pour l'instant, je pense qu'on peut voir la séquence du poulpe, que je ne dise pas de bêtises, la séquence 31. Et puis on se retrouve après cette séquence en compagnie aussi de Nathalie Cutel. À tout de suite. L'un des animaux les plus anciens qu'on ait encore à l'heure actuelle. C'est pas moi qui appelle l'autre, mais en fait c'est l'autre qui en appelle à moi et qui me demande de répondre en fait à son appel. Comment vous voulez mesurer l'intelligence de quelqu'un qui vous échappe autant? L'intelligence, c'est quelque chose de très difficile à décrire. Moi je préférais décrire la capacité de nous surprendre, la
capacité de résister à tout ce qu'on peut dire. À mon avis, tu vois, le système central. Mais maintenant, qui décide quoi? Donc, ce qu'on va faire. Et tout ça, c'est de la curiosité, si on veut. On la croit toujours curiosité de, intrositivement. Je suis curieux de ça. Mais je suis curieux pour pouvoir me faire une représentation qui correspond à l'environnement dans lequel je suis. The animal has to develop a system that will make them efficient predators. And this pressure, evolutionary pressure, will make them to invent a system that is unique, that is the color change. Ce qui constitue vraiment l'autre, c'est justement le fait que l'autre est toujours autre que nous. Voilà, nous sommes de retour pour la suite de cette discussion. Donc, les images que vous venez de voir sont les images tirées de Temple du présent solo pour Octopus de Stéphane Keguy, avec à l'intérieur, pas à l'intérieur, vous l'aurez compris, de l'aquarium, mais à l'intérieur du spectacle, Nathalie Cutel qui nous a rejoint et Judith Zaguri, donc, qui travaille vraiment avec le poulpe. Mais effectivement, peut-être une petite contextualisation, j'ai oublié mon masque, je vais l'enlever pour les deux, voilà, une petite contextualisation sur le spectacle lui-même, Caroline. Oui. Donc, Temple du présent solo pour Octopus, c'est un spectacle de Stéphane Keguy, Rimini Protocol, avec Shenju Lab, Judith Zaguri et Nathalie Cutel tout particulièrement. Les images que vous venez de voir, c'est un teaser du spectacle, une sorte de bande-annonce. C'est un spectacle qui aurait dû voir le jour au Théâtre de Vidy le 8 janvier, qu'on a fait avec plusieurs partenaires, comme le Centre Pompidou, comme les Berliner Festspiele à Berlin, République éphémère et Théâtre Saint-Gervais à Genève, et qui devait avoir aussi une tournée qui ne pourra pas avoir lieu pour le moment. Les prochaines dates, a priori, ce sera au Centre Pompidou en avril. Et donc pour ce spectacle, Stéphane Keguy a collaboré avec Judith et Nathalie et avec le Théâtre de Vidy. Et on a tous appris à travailler avec des animaux, de poulpes, mais surtout et aussi avec un milieu, l'eau de mer et une certaine eau de mer qui convient à ces animaux. Donc ça, Judith et Nathalie pourront en parler beaucoup mieux que moi. Dans les images du spectacle, on entendait aussi des voix. Donc dans le travail de Rimini Protocol, il y a souvent des rencontres avec des experts. Et là, les poulpes ont été présentés à différents scientifiques, experts, dont Alain, qui sont venus devant les aquariums regarder ces animaux et raconter ce que ça leur évoquait par rapport à leur champ de recherche. Donc c'est un peu les voix qu'on entend. Et puis il y a aussi une musique live de Stéphane Vecchione qui a vraiment assisté à tout le travail, tout le processus et qui a inventé une musique pour ces mouvements-là, pour ces interactions-là. Voilà, donc peut-être Judith ou Nathalie, si vous voulez poursuivre. Peut-être Nathalie, un petit peu. Oui, donc c'est un peu une aventure et une rencontre avec ces deux poulpettes. C'est vraiment, la première fois que j'ai rencontré un poulpe, je me suis dit, tiens, c'était à Naples, à la station zoologique. C'était un peu comme je me suis dit, tiens, rencontrer un extraterrestre, ça doit être ça. Parce que c'est pas du tout la même manière de communiquer, c'est pas le même monde, ils sont dans l'eau, on est dans l'air. Et du coup, c'était vraiment comment comprendre ce qui se passe en face, comment interagir avec elle, et puis ça s'est fait avec le temps, en fait. De tout d'un coup voir, ah bah tiens, l'œil s'allonge à ce moment-là, la couleur change, sa manière, le rapport aussi, parce qu'on peut avoir... on a un vrai lien avec une pieuvre, en fait. Elles vous reconnaissent, elles sortent de l'eau, elles s'amusent à gicler de l'eau. Si vous vous occupez pas d'elles, vraiment, on a un vrai lien et elles ont des yeux assez particuliers. C'est quand même...
Enfin, moi, j'ai passé des heures et des heures à la station zoologique. C'était au sous-sol. J'étais toute seule avec des pieuvres. Et je me suis jamais sentie seule. Et enfin, tous ces animaux qui venaient me regarder. Enfin, voilà. Peut-être juste ajouter que Nathalie, et Judith, elles ont regardé un jour un reportage Thalassa où il y avait la station zoologique de Naples et où on voyait des poulpes. Ça leur a donné envie de faire ce qu'elles faisaient avec d'autres animaux, avec des pieuvres. Et elles ont écrit au professeur Graziano Fiorito, qui est devenu conseiller scientifique du projet, et en lui demandant est-ce qu'on pourrait venir, est-ce qu'on pourrait essayer d'entrer en relation avec des pieuvres chez vous. Et ce scientifique a été pas mal dérouté par la demande, mais il a accepté. Et Nathalie est partie là-bas et elle a passé du temps et il l'a formée pour être soigneuse. Et je ne sais pas si tu veux raconter un peu cette rencontre avec Graziano, mais... Et aussi, je pense, évoquer, parce qu'on en a souvent parlé, des paradoxes auxquels ça t'a confronté. Et je trouve que ça, c'est très intéressant. Parce que, je veux dire, autant cette situation qui a l'air tellement ludique et tout, autant elle pose des questions vraiment intéressantes, graves, auxquelles on n'a pas de réponse en plus. Voilà, et ça, ce serait plutôt Brian, d'ailleurs, qui pourrait nous en parler aussi par après, je veux dire, par rapport à comment le droit se situe, par rapport à ça, et comment les réponses. Mais Nathalie. La station zoologique, alors tout d'abord la rencontre avec Graziano. Je parlais un peu italien, mais pas encore anglais. Enfin voilà, c'était une rencontre, donc on essayait un peu de communiquer. Et puis je me souviens vraiment d'une situation où j'étais assise dans son bureau. Et puis je comprenais pas bien ce qu'il me disait en anglais et tout ça. Et puis pour me l'expliquer, il s'est mis à imiter une pieuvre pour m'expliquer les différents comportements. Et je me suis dit, ce jour-là, tiens, cet homme, c'est un poulpe. Enfin, il y avait vraiment quelque chose, je sais pas, je me suis dit, tiens. Et vraiment, physiquement, il faisait... Et j'ai très bien compris ce qu'il voulait me dire. Après, voilà. Et après, effectivement, où c'était pas toujours facile, c'est que la station zoologique, c'est aussi un laboratoire où on fait des expériences, alors sur la mémoire et le comportement, mais certaines aussi physiques. Donc, c'était pas facile pour moi de me retrouver dans cette situation. Il y a des fois, je me disais, tiens, je prends toutes les pieuvres et je vais les lâcher dans la mer. Et en même temps, de voir Graziano, qui est passionné par la vie, et qui, en même temps, cette passion pour la vie et de comprendre, c'est un grand paradoxe entre la culpabilité, mais comment on comprend, et en même temps cet amour de la vie. Je trouvais que c'était assez... Et je pense que le paradoxe est en plus accru dès lors qu'on passe, on passe au théâtre, parce que une des grandes questions, c'est, et c'est d'ailleurs aussi une question qui a été posée plus généralement, c'est... on peut s'interroger sur l'intérêt qu'il y a même pour l'animal à se retrouver sur scène. Puis c'est vrai que lorsqu'on se pose cette question frontalement, mais alors qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que je les sauve tous? Puis qu'après, on se dit, à ce premier dilemme éthique-là, se situe le second dilemme éthique qui est de se dire l'intérêt que va avoir l'animal et l'intérêt même de résonance que va avoir de mettre cet animal dans tout le respect possible et imaginable sur scène. Là, peut-être que Judith, tu aurais envie d'apporter un point sur ce dilemme au carré, si l'on veut. Ouais. C'est... Comment dire? Donc c'est très compliqué d'amener un milieu, de recréer un milieu comme celui de l'eau salée. Donc il y a eu, avant tout, on a passé énormément de temps à imaginer un dispositif le plus sécurisé possible pour pouvoir accueillir un animal qui vit dans la mer, d'abord ici à Gimel, puis après au Théâtre de Vidy, puis après en tournée. Ça, c'était une question, est-ce qu'on peut le faire? Est-ce que c'est possible? Et ça, on a eu énormément de discussions avec toi aussi, Caroline. On a fait venir des spécialistes et tout ça, et on a créé ce système qui fonctionne. Maintenant, ce qui est toujours compliqué, c'est la légitimité des choses. Et ça, on en discute sans arrêt et c'est sans fin comme question. Est-ce qu'on a le droit de faire ce qu'on fait là?
On se les posait avant, on se la pose chaque jour. Et ça demande une attention vraiment particulière. Pour ça, on s'est dit, OK, comment faire en sorte que ce soit cohérent pour nous? Quelles sont les options? D'où vont venir ces poulpes? On a réfléchi. Après, on s'est dit, et ça c'est Stéphane Kegui aussi qui a tranché avec nous, on s'est dit, ils doivent être absolument sortis du circuit alimentaire. Jamais ils devront être pêchés pour le projet ou quoi que ce soit. Donc on est allé chercher ces poulpes chez un pêcheur spécialisé dans la pêche aux poulpes, qui les a absolument pas pêchés pour nous. On est allé un jour, puis on a pris des poulpes qu'il a sortis d'une nacelle, et puis après on les a amenés ici. Cependant, ça ne justifie pas, ça ne justifie quoi que ce soit. Voilà, on aurait pu les prendre, les jeter, les ramener dans la mer un peu plus loin. Mais on s'est dit non, on va tenter l'aventure. Pourquoi ? Pour essayer de rendre sensible et visible cet animal. Et peut-être que ça servira aussi à l'espèce. Par contre, pour nous autres, c'est un stress qu'on n'avait pas imaginé, que ça allait prendre une telle importance. Pourquoi ? Parce que c'est super compliqué de gérer. Je ne conseille à personne d'essayer de faire quelque chose comme ça et d'avoir un poulpe ni même un poisson chez lui. C'est très, 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 très compliqué. Ça demande une attention de chaque instant parce que si le milieu ne va pas, l'animal dépérit et c'est très dangereux comme projet. Du coup, c'est une attention de chaque moment. Puis après, l'idée, c'est aussi de relâcher ces poulpes. Et peut-être que derrière ça, il y a l'idée d'une transmission de ce moment passé avec nous et après de reprendre un autre poulpe ou deux autres poulpes pour réitérer l'expérience de la rencontre avec l'humain, du spectacle et tout ça. Maintenant, voilà, je ne sais pas si c'est complètement légitime ou pas, mais on a l'impression en tout cas que cette question éthique, elle nous obsède tous. Et qu'elle est là et qu'elle est vraiment aussi au centre de ce projet et des dilemmes qu'elle engendre jour après jour. Il y avait une réponse en tout cas de la philosophe de Naraway par rapport à ce genre de questions en disant il y a pas de raison, on peut avoir des raisons, on peut avoir de bonnes raisons, donc on n'est pas coupable, c'est la grosse différence, on n'est pas coupable, on est responsable. Et elle dit la culpabilité c'est un problème narcissique, la responsabilité c'est un problème qui s'oriente vers les autres. Ça, et la deuxième chose qu'elle va dire aussi, qui me semble extrêmement important, dans un très beau livre qui s'appelle When Species Meet, qui est en phase finale de traduction, qui est de dire, on peut avoir de très bonnes raisons, et c'est intéressant de les évaluer, mais elles ne seront jamais suffisantes. Et ça, c'est bien, parce qu'en fait, ça, c'est bien. Bon. Je veux dire, c'est ça qui est intéressant, et c'est ce que, en effet, tu es en train de montrer. C'est justement, comme elles ne sont jamais suffisantes, eh bien, en fait, on est toujours obligé de les revoir et de ne pas s'en contenter. C'est ce qu'elle appelle staying with the trouble, rester dans le malaise, rester dans le trou. Le barbouillement moral. Voilà, c'est ça. Et moi, je trouve extrêmement intéressant, par exemple, la manière de est-ce qu'on les remettre dans l'eau? Oui, mais à quel prix, etc. Et ça, c'est des problèmes de nouveau aussi concrets que de l'eau. Parce que moi, je ne vois pas de différence entre. Évidemment, il y a très peu de différence. Il n'y a pas de saut entre avoir une qualité d'eau qui demande une attention tous les instants et une angoisse totale pendant la nuit en disant en une heure tout peut se dégrader et nos poulpettes seront mortes. Et le problème est en effet des dilemmes et tout. Et je veux dire, moi-même qui, par exemple, adoptais un chien, je me suis rendu compte que cette chienne ne me devait rien parce qu'elle était plus heureuse au chenil, parce qu'elle était dans un très bon chenil d'adoption, et qu'en fait, le seul chien qui me devait quelque chose, c'est le chien qui a remplacé ma chienne et qui a eu la vie sauve du fait. Voilà. Ce qui veut dire que je suis dans un système de responsabilité où on n'est plus dans le système de réciprocité, mais dans un système qui rhizome. Et où les dilemmes moraux et les dilemmes éthiques ne se posent pas non pas entre deux termes, mais plutôt, comme tu le montres très bien, entre une multiplicité de termes. Et moi, j'aurais voulu réinterroger, par exemple, Nathalie, sur la nécessité, à un moment donné, où on t'a demandé, pour apprendre, pour devenir, cette formation, je ne sais pas si tu veux bien en parler, il y a quelque chose que tu dois apprendre. Et je trouve que c'est extrêmement intéressant, cette demande, parce qu'on ne peut pas dire c'est bien ou c'est mal. Ah, sur la mise à mort. Oui. Alors, on a eu... pour faire ce spectacle, donc, Gratiano avait mis en place un cours, pas pour ce spectacle, mais pour pouvoir s'occuper des poulpes, il a mis en place un cours donc, qu'on a fait par Zoom. On était censé aller sur place à Naples et faire tous ensemble. Et puis, il y avait une phase pratique. Et puis, dans cette phase pratique, pour bien s'occuper d'un poulpe, il fallait savoir euthanasier un poulpe.
Et puis, nous, ça nous a tout de suite paru impossible, enfin, Judith et moi, de faire ça sur un poulpe sain. Enfin voilà, c'était pas possible, c'était quitte à pas faire le spectacle, mais on a complètement refusé ça. Et là, moi vraiment le professeur Graziano et moi, je pense qu'on est amis profondément. Et là, il y a eu vraiment un clash en fait, où c'est devenu très dur, parce que pour lui, effectivement, savoir euthanasier un poulpe, c'est quelque chose d'éthique. C'est vraiment, ça fait partie de l'éthique. Et nous, c'était impossible. Et tout d'un coup, et ça a créé vraiment des tensions, des discussions. Enfin, voilà, c'était vraiment fort. On s'est mis là, avec Judith et toute l'équipe et Graziano, et ça a déclenché des choses très fortes. Et nous, on n'est toujours pas d'accord d'apprendre ça, et lui, ça s'est pas résolu en fait. Et je crois que peut-être c'est pas résolu. Ça c'est pas résolu, mais n'empêche que parce qu'au départ nous devions passer un certain type de formation, et elle a été adaptée en fait à notre projet qui n'était pas un projet scientifique. Et ça c'est aussi très intéressant de se dire que peut-être qu'on peut trouver aussi en disant non, tant pis, on renonce, on fera pas ce spectacle. Ma foi, on était déjà tous très engagés à ce moment-là, à plein de niveaux, mais on s'est dit ça c'est pas possible, on le fera pas. Mais c'est vraiment une spécificité, pardon. Non, vas-y, et puis ça c'est... une spécificité de ce projet que d'avoir déplacé tous les interlocuteurs qu'on a eus, les scientifiques, Graziano. Graziano, après qu'elle soit allée faire sa formation là-bas, il l'a réinvitée pour qu'elle vienne former des doctorants qui allaient travailler avec des pieuvres à, comme il dit, l'empathie. Voilà, on a quelqu'un qui spontanément va dans une station où des doctorants travaillent, et puis qui devient elle-même experte de quelque chose que personne ne sait vraiment nommer là-bas, mais qui paraît tout à coup très précieux. Et le laboratoire s'organise, trouve des solutions, sans doute administrativement, ça ne devait pas être si simple, pour inviter quelqu'un, Nathalie, Nathalie, à venir enseigner quelque chose à ses doctorants. Et après, ça s'est reproduit à tous les niveaux du projet. Dans la relation avec les théâtres, il faut arriver à déplacer les théâtres. Oui, on va dormir dans le théâtre, on va avoir besoin de beaucoup d'eau. C'est pas du tout des pratiques habituelles. Avec la vétérinaire cantonale, on a des discussions qui sont aussi intéressantes, parce que ce projet rentre dans aucune catégorie administrative. Les animaux qui sont dans ce projet rentrent dans aucune catégorie. Donc, dès qu'il s'agit d'avoir des autorisations, on n'est pas un cirque, on n'est pas non plus un laboratoire, on n'est pas non plus un éleveur, on n'est pas non plus dans une démarche complètement domestique. Et du coup, quand on doit remplir des formulaires ou cocher des cases, ça va nulle part. Et ça, c'est intéressant, parce qu'au-delà même du public qui assistera au spectacle, tous les gens qu'on a rencontrés dans le processus, et ça fait 2 ans que ça dure, se sont déplacés dans ces questions-là, par rapport à cet animal en particulier, mais par rapport aux animaux en général, j'ai l'impression. Juste peut-être une chose qui me surprend dans tout ce qu'on est en train de raconter. J'avais intuitivement une petite voix qui me dit depuis tout à l'heure, en fait, ce que les animaux font le mieux avec les humains, c'est les obliger à se déplacer. Parce que je pense, et c'est parce que je pense à la première fois que je suis venue ici, je suis ressortie éblouie, parce que vous avez dit à un moment donné, est-ce qu'on va aller promener? Alors, on a mis 2-3 manteaux parce qu'il faisait très froid. Et puis, vous avez dit, on va prendre les chèvres et le bouc avec nous, parce qu'ils aiment bien aller promener avec nous. Et je me disais, c'est la première fois que je me promène avec des chèvres et un bouc. D'habitude, je me promène avec mon chien ou avec des amis. Et je me suis promenée avec des amis, c'est-à-dire avec des chèvres, un bouc, etc. Et je me rends compte, en fait, que ces chèvres, en fait, pourquoi est-ce qu'on est allé promener? Peut-être parce que les chèvres nous demandaient d'aller nous promener, parce qu'il faut aller promener. Les chèvres, elles aiment bien ça, elles aiment bien d'être accompagnées. D'ailleurs, il y a une séquence, désolée, je ne l'avais pas prévu, mais il y a une séquence où on voit les personnes courir dans les bois. Il y a un véritable jeu, mais je ne sais plus quelle séquence. Oui, alors attends, désolé, Brian. on peut peut-être la montrer. Puis après, j'ai juste vu qu'Alain voulait aussi intervenir. Voilà. Et donc, ces animaux, en fait, ils font tellement bien ça, nous déplacer dans tous les sens du terme. Et que les moutons, par exemple, qui demandent, par exemple, parce qu'il n'y a pas assez à manger et qui demandent que les bergers bougent, voilà, les moutons obligent les bergers à se déplacer. Les chiens... Dieu sait que j'en sais quelque chose. Les chiens obligent leur maîtresse à marcher et aller faire des kilomètres qu'elle n'aurait pas fait autrement. Et quantité d'animaux, finalement. C'est pas que nous les avons utilisés pour nous déplacer, c'est qu'ils nous ont obligés à nous déplacer. Alors on regarde ça.
Voilà, oui, c'est ça que je voulais dire. Merci. Donc ça, c'est dans la forêt. C'est dans la forêt, puis c'est même Juste dans le en cadre face. des cours avec aussi les élèves. Et moi, c'est un exercice que j'aime bien qu'on fasse ensemble. Et en fait, on le fait en troupeau d'humains parce que c'est un exercice sur la pure contagion émotionnelle. Oui. Et le troupeau revient. Et donc, du coup, il y a quand même un signe de danger. Donc, tout le monde revient. Et puis après, regardez la tension qu'il y a chez eux. Et ça, je trouve ça magnifique. Et quelles sont les consignes que tu donnes pour ces jeux-là? C'est vraiment des consignes. Il y a très peu de jeux sur l'intentionnalité haute. C'est du mouvement. C'est du mouvement pur. Oui, c'est dire, à un moment, vous partez, vous courez. Il faut que ce soit un souffle. D'accord. Il faut que ce soit un souffle. Et ce souffle, c'est le même souffle que rencontrer une biche. Et que c'était, On peut comme le d'habitude, repasser c'est... encore une fois, bien c'est difficile. Moi, j'aimerais bien qu'on le repasse avec, maintenant qu'on commence à comprendre ce qui s'est passé. Parce que je veux qu'on revoie le souffle, maintenant qu'on sait que c'est ça, pardon. Alors, c'est des consignes qu'on peut donner à la voix, mais en fait, au bout d'un moment, ça se fait même naturellement parce que c'est pas de bruit, peut-être une branche qui craque et on part. C'est la même branche qui peut craquer parce qu'un bruit qu'on n'attendait pas intervient. Quelqu'un a marché sur une branche, on a peur, donc on fait comme un animal qui est aux aguets, et ben on court. Alors, ils vont vous chercher à ce moment-là. Oui. Oui. Et puis alors on revient. Puis alors là, on est dans un entre-deux parce que est-ce qu'il y a si c'était vraiment la crainte totalement de nous, mais elle serait partie beaucoup plus loin. Oui, Donc maintenant, il y a un qui-vive qui est sur le milieu lui-même, qui est interrogé. Puis après, on redevient normal, on détend cette énergie, et puis en fait, on revient tous au même endroit. Et ça, ces déplacements, c'est vrai que c'est un peu le cœur de ce travail. Alors, le temps file. En plus, le gardien du temps ici, ce n'est pas moi, c'est Tuf. Donc, il a montré aussi que je pense qu'il a envie d'aller se promener. Donc, donc, je lui ai promis que ça allait se terminer. Donc, ça va bientôt se terminer. Moi, j'en profite pour faire le lien avec ce qu'on disait avant sur cette question de la cohabitation qui se pose dans le cas du poulpe. On dit cohabitation, on a dit communauté intentionnelle, mais c'est vrai qu'on peut toujours s'interroger, mais qu'est-ce qui fait alors que Tuf a envie d'être là? Qu'est-ce qui fait que tel ou tel animal a envie d'être là? Et je trouve toujours intéressant cette question, et c'est des questions qui sont intervenues sur le question-réponse, et je remercie les gens qui en ont parlé. C'est que, en fait, on se pose la question en se disant, finalement, ce serait mieux s'ils n'existaient pas ou ils étaient dans la nature. En fait, simplement, il y a un de fait. Il y a un de fait que ces animaux, ils sont là, ils existent. Et au même titre que plein d'êtres humains, ce sont des agents, mais ce sont des agents qui sont dépendants dans leur vie. Et en fait, le plus beau cadeau qu'on puisse leur faire, c'est de trouver un modèle de vie, et on y travaille, où cette agentivité dépendante puisse s'épanouir le plus possible. Mais c'est vrai qu'on est toujours dans un optimum et jamais dans un maximum. Et c'est là où je pense qu'on boucle la boucle sur la question de l'enquête. L'enquête, de ce que aussi j'ai pu comprendre, de ce que tu as livré lors de cette première rencontre, c'est faire face à la difficulté et de ne pas essayer de la contourner. Et des fois, on va même totalement dedans jusqu'à s'y perdre. Mais c'est bien ça l'enquête. Et la difficulté, c'est de se dire, ces animaux, ils sont là. Il y en a qui sont arrivés, les ânes par exemple sont arrivés un beau jour de décembre, ils étaient sous un poirier et ils mangeaient des poires. Et en fait, ils s'étaient échappés de leur élevage. Alors, scène rocambolesque, le moment où on a racheté ces ânes au prix de la viande, et ils sont devenus membres de la communauté. Mais ils ont voulu, ils ont marqué à un moment donné, mais ça ne veut pas dire que tous les jours, ils auraient peut-être envie d'aller ailleurs. Mais par contre, on négocie, on se dit, il y a quelque chose qui ne va pas dans l'endroit où tu es. Donc on va repenser cet espace, on va repenser ce parc, on va déplacer cet élément de mobilier pour que tu y trouves ton compte. Et on est toujours dans cet optimum que l'on remet un peu sur le devant de la scène. Une autre question qui a été posée, je pense que c'est important quand même avant de conclure qu'on l'aborde, c'est cette question du dressage et de la place de la récompense. Parce que je pense que c'est important aussi pour les spectatrices et spectateurs de comprendre que dans le cadre de l'enquête, et on a un petit peu abordé cette question lorsqu'on se disait comment mettre en place un régime commun de communication, la place de la récompense et du renforcement positif est nécessaire parce que c'est le médium aussi qui permet à un moment donné de valider certaines choses en disant là je crois qu'on peut dire qu'on s'est compris. Et tout d'un coup, paf, une entente mutuelle se fait. Mais tu le diras certainement mieux que moi aussi sur le travail. C'est juste ce que tu viens de dire. C'est-à-dire que
pour établir un langage, se faire comprendre d'un animal, des codes, dire ok, c'est exactement, aussi dans la perspective de pouvoir reproduire certains mouvements ou de leur faire comprendre que c'est super. À un moment donné, quand l'animal ébauche quelque chose ou propose quelque chose, on va faire ce qu'on appelle un clic, paf, suivi d'une récompense alimentaire. Ça signifie pour l'animal, ok, c'est exactement ça, c'est super, c'est génial, si tu pouvais le reproduire. Maintenant, il y a plein d'autres choses qui interviennent en dehors de la récompense. Il y a juste le plaisir d'être ensemble par moment, certaines gratouilles, certains états émotionnels partagés ou juste du temps passé ensemble. Mais le travail, entre guillemets, à la récompense, c'est un outil merveilleux, c'est une aide à l'apprentissage, c'est quelque chose qui existe aussi chez les humains quand on dit à quelqu'un c'est bien, c'est aussi dire c'est juste, c'est truc, c'est ça, on souhaiterait aller dans cette direction. C'est un outil. C'est quelque chose qu'on ne cache pas et qu'on assume volontiers et qui souvent dérange les spectateurs et les gens qui regardent et qui, moi je me fâche un peu avec eux en disant si vous réduisez votre imaginaire, vous avez l'impression de tout comprendre et croire que tout passe par là, bah alors vous avez vu que ça, mais finalement c'est pas notre problème si vous voyez que ça. Bon, voilà, le temps file. Je vois qu'il y a encore beaucoup de questions. On va les garder. On essaiera peut-être de les traiter. J'ai vu qu'il y avait aussi des questions, par exemple, des suggestions de lecture, d'autres questions aussi sur le chaîne du Lab. On se fera un plaisir de pouvoir y répondre en différé. Mais là, effectivement, je pense qu'on va pouvoir conclure. Donc, je commence avec un petit mot de la fin. Moi, ce que j'ai trouvé intéressant dans le parcours un peu qu'on a fait sur cette enquête, moi, ce qui m'a en fait aussi interpellé, c'est qu'on a choisi à un moment donné le terme de conversation. Et puis, en faisant juste une petite recherche, conversation dans le dictionnaire étymologique et historique du gallo-roman de Walter von Warburg, philologue suisse, quand même, je le dis, signifie genre de vie, conduite, commerce habituel avec quelqu'un, fréquentation. Alors, quand je suis tombé là-dessus, je me suis quand même dit, c'est trop bien. J'aurais peut-être dû faire comme si on y avait pensé, mais je crois que c'était le cas. Donc, d'un point de vue étymologique, quand même, je pense que c'était décidément pas un hasard si on s'est retrouvés ici pour discuter et pour converser ensemble, Vinciane, Alain, Caroline, Judith, Nathalie, et moi, Brian, de genre de vie particulier, alliant théâtre et éthologie, des tentatives d'allier théâtre et éthologie, de discuter justement de ce commerce habituel entretenu entre différentes espèces, dont la nôtre, et de réfléchir à ce que peut apporter cette fréquentation constante des animaux, tant à ce lieu et puis même plus généralement à la recherche et même à nos modes de vie. Donc je sais qu'il y a peut-être quelques mots encore à dire sur un spectacle un jour qui arrive, même très prochainement. Ouais, on va poursuivre cette conversation déjà avec toute l'aventure de Temple du Présent qui ne fait que commencer, le spectacle avec les poulpes, et puis avec le Théâtre de Vidi, avec le Chêne du Lab, travaille à l'idée d'un spectacle qui se déroulerait ici à Gimel et avec l'ensemble des membres humains et animaux du Chêne du Lab. Donc on inviterait les spectateurs à venir dans cet espace-là et à partager, comme on l'a fait aujourd'hui, les questions qui l'habitent. On se réjouit. Ce sera la saison prochaine, vous en saurez plus bientôt. Oui, on se réjouit. Moi, je veux vraiment remercier très chaleureusement les différents intervenants. C'est un plaisir renouvelé de pouvoir discuter avec vous. Je ne veux pas vous voler un mot de la fin si vous vouliez apporter encore quelque chose. Non, c'était une magnifique conversation. Et moi, quand tu as dit converser, je me suis dit, mais converser, c'est aussi échanger des versions. C'était vraiment, on est de nouveau en train de fabriquer des récits, d'échanger des versions, des manières d'être. Et puis, vous nous remerciez, mais pour moi, je considère que c'est un vrai privilège que d'être ici, quoi, de la chance que j'ai. C'est vraiment incroyable de pouvoir vivre des choses et de rencontrer des êtres qui présentent des expérimentations qui sont de l'ordre du cadeau. Pour moi, c'est vraiment des cadeaux de la vie, ce qui se passe ici. Merci beaucoup Vinciane. Moi, je voulais juste raconter une toute petite chose. C'est que nous, quand on va sous l'eau, on prend notre respiration pour aller dans l'eau. Et les poulpes, ils sortent de l'eau. Donc eux, ils se remplissent d'eau, ils sortent et ils respirent dans l'eau. Merci Nathalie.
Merci beaucoup à Vidi, merci bien entendu au théâtre, sans qui tout ceci n'aurait pas été possible. Merci à Vincent Vaudrier aussi, directeur du théâtre de Vidi, qui nous a fait à toutes et tous confiance ici, qui nous fera confiance aussi pour la suite. Et merci aussi aux équipes techniques de Vidi, parce que sans eux, vous n'auriez pas ni entendu cette conversation. Merci à Jean-Baptiste, régisseur lumière, à Jade, régisseur vidéo, Nicolas Guerlier, responsable du service vidéo, Ludovic, responsable du service son, Véronique Kespi, qui n'est pas la régisseuse générale, merci beaucoup à elle, Merwan Amor de la billetterie et gestionnaire du Zoom. Vraiment, merci à tous et à toutes. Merci de nous avoir suivis, vous qui étiez au chaud depuis le début. N'hésitez pas donc à nous écrire si vous voulez en savoir plus sur le Shenjulab, voire à écrire à l'adresse mail que vous trouvez sur le site internet. Si vous voulez nous adresser d'autres questions, on se fera un plaisir d'y répondre. Et d'ici à ce que nous puissions toutes et tous nous rencontrer et faire des balades en forêt. Et nous rencontrer dans les salles de théâtre. Et qu'on puisse tous se rencontrer dans les salles de théâtre. Portez-vous bien et à très bientôt. Merci. 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 Merci.